Car tu n'en as jamais vu un, demanda le millionnaire à sa gouvernante vierge. Et son visage prit feu. Le taxi s'arrêta devant une majestueuse grille en fer forgé, au cœur du 7e arrondissement de Paris. Élise Moreau serra nerveusement l'anse de sa valise élimée, observant à travers la vitre embuée l'imposant hôtel particulier qui se dressait au bout de l'allée pavée. Les feuilles d'automne, teintées d'or et d'ocre, tourbillonnaient dans le vent froid d'octobre, créant un tapis naturel sur le sol humide. « C'est bien là, mademoiselle ?» demanda le chauffeur avec un accent parisien prononcé. Élise acquiesça, la gorge serrée. « Oui, merci. » Elle paya la course avec les derniers billets qui lui restaient et descendit du véhicule. Le vent glacial la gifla immédiatement, traversant son manteau trop fin. Elle n'était pas habituée à Paris, encore moins à ce quartier huppé où chaque pierre semblait raconter des siècles d'histoire et de richesse. Venue de son petit village normand de Saint-Martin-le-Beau, Élise avait l'impression d'avoir atterri sur une autre planète. La grille s'ouvrit automatiquement dès qu'elle s'approcha, la faisant sursauter. Un interphone grésilla. « Mademoiselle Moreau, avancez jusqu'à l'entrée principale, s'il vous plaît. » Le cœur battant, Élise remonta l'allée, traînant sa valise sur les pavés irréguliers. L'hôtel particulier était encore plus impressionnant de près. 4 étages de pierre blanche, des fenêtres à meneaux ornées de ferronneries élégantes, un perron majestueux gardé par 2 lions de marbre. Des jardinières débordèrent de chrysanthèmes violets et blancs, parfaitement entretenus malgré la saison. La porte s'ouvrit avant même qu'elle ne frappe. Une femme d'une 50aine d'années, vêtue d'un tailleur noir impeccable, l'accueillit avec un sourire professionnel mais distant. « Mademoiselle Moreau, je suis Madame Dupuis, l'intendante de la maison. Entrez, vous devez être gelée. » Élise pénétra dans un hall d'entrée à couper le souffle. Un escalier de marbre blanc s'élevait majestueusement vers les étages supérieurs, éclairé par un lustre en cristal dont les pendeloques captaient la lumière d'octobre, filtrant par une verrière. Le sol en damier noir et blanc brillait comme un miroir. Des tableaux anciens ornaient les murs lambrisés et un parfum subtil de jasmin flottait dans l'air. « C'est magnifique », murmura Élise, intimidée. Madame Dupuis l'examina de la tête aux pieds, son regard critique s'attardant sur le manteau défraîchi et les chaussures usées de la jeune femme. « Monsieur Beaumont vous recevra dans quelques instants. En attendant, laissez-moi vous expliquer les règles de la maison. » Elle conduisit Élise dans un petit salon adjacent, meublé avec un goût exquis. Élise s'assit au bord d'un canapé en velours bleu nuit, n'osant pas s'y installer confortablement. « Vous avez été engagée comme gouvernante pour Chloé, la fille de Monsieur Beaumont, 8 ans, commença Madame Dupuis d'une voix formelle. Vos fonctions incluront la préparer pour l'école, l'accompagner dans ses activités parascolaires, superviser ses devoirs et veiller à son bien-être général. Vous aurez également quelques tâches ménagères légères dans les espaces communs. » Élise hocha la tête, prenant des notes mentales. « Monsieur Beaumont est un homme très occupé et très privé, » continua l'intendante, choisissant ses mots avec soin. « Il travaille souvent tard le soir et voyage fréquemment pour ses affaires. Il attend de son personnel une discrétion absolue et une efficacité irréprochable. Pas de questions personnelles, pas de familiarité. Vous comprenez ? » « Oui, madame, » répondit Élise, sentant son estomac se nouer davantage. « Vous logerez au 3e étage, dans la chambre adjacente à celle de Chloé. Vos horaires sont de 7h à 20h du lundi au vendredi, avec les week-ends libres, sauf exception. Votre salaire sera versé le dernier jour de chaque mois. Des questions ?» Élise secoua la tête, bien qu'elle en eût 1000. Mais l'attitude austère de Madame Dupuis ne l'invitait pas aux confidences. Des pas résonnèrent dans le hall. Élise se redressa instinctivement. Un homme entra dans le salon et elle retint son souffle. Raphaël Beaumont était exactement tel qu'elle l'avait vu sur les photos lors de ses recherches en ligne. Grand, élancé, des traits ciselés qui auraient pu être sculptés par un artiste de la Renaissance. Mais aucune photo ne pouvait capturer l'intensité de sa présence physique. Il portait un costume 3 pièces gris anthracite qui épousait parfaitement sa silhouette, une montre de luxe à son poignet, ses cheveux châtain foncé impeccablement coiffés en arrière. Mais c'étaient ses yeux qui la frappèrent le plus. D'un bleu-gris glacial, presque métallique, il semblait capable de lire à travers les gens. « Mademoiselle Moreau », dit-il d'une voix grave et posée, sans sourire. « Bienvenue. » Élise se leva précipitamment, manquant de renverser son sac. « Monsieur Beaumont, enchanté. Merci de m'avoir engagé. » Il l'observa pendant quelques secondes qui lui parurent une éternité. Son regard la détaillait sans être impoli, mais avec une froideur professionnelle qui la fit frissonner.
Elle se sentit soudain terriblement consciente de son apparence modeste, de ses cheveux châtains simplement attachés en queue de cheval, de son absence totale de sophistication. « Madame Dupuis vous a expliqué vos fonctions ?» demanda-t-il. « Oui, monsieur. »« Bien. Chloé est actuellement à l'école. Elle rentrera à 16h30. Vous commencerez officiellement demain matin, mais je souhaiterais que vous soyez là ce soir pour la rencontrer et dîner avec nous. Cela vous permettra de vous familiariser avec la maison. »« Avec plaisir, monsieur. » Il hocha brièvement la tête. « Madame Dupuis vous montrera vos quartiers. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, adressez-vous à elle. Je serai dans mon bureau si nécessaire. » Sur ces mots, il quitta la pièce aussi rapidement qu'il était entré, laissant derrière lui un sillage de parfums coûteux et une impression de puissance contenue. Élise expira lentement. Madame Dupuis la regarda avec une expression indéchiffrable. « Suivez-moi, dit-elle simplement. » Et quelques heures plus tard, Élise avait déballé ses maigres affaires dans sa nouvelle chambre. C'était une pièce lumineuse et confortable, bien plus grande que celle qu'elle occupait chez ses parents. Un lit king-size recouvert d'une couette blanche moelleuse, un bureau en bois massif près de la fenêtre offrant une vue sur le jardin intérieur, une salle de bain privée en marbre. Elle n'aurait jamais imaginé vivre dans un tel luxe. Assise sur le rebord de la fenêtre, elle observait Paris s'étendre au-delà des murs du jardin. Les toits d'ardoise brillaient sous le soleil déclinant. Les cheminées fumaient doucement dans l'air d'automne. Elle entendait au loin le brouhaha de la circulation, les klaxons, la vie trépidante de la capitale. Un monde si différent de son village où tout le monde se connaissait, où les journées s'écoulaient au rythme des saisons et des cloches de l'église. Un coup léger à sa porte la sortit de ses pensées. « Entrez » dit-elle en se levant. Une petite fille aux boucles châtain doré et aux grands yeux bleus passa timidement la tête dans l'entrebâillement. Elle portait un uniforme scolaire impeccable. Jupe, plissée bleu marine, chemise blanche, cardigan gris. « Bonjour » dit l'enfant d'une petite voix. « Tu es Élise ?» Le cœur d'Élise fondit instantanément. « Oui, et tu dois être Chloé. » La petite entra complètement, serrant contre elle un sac à dos Pokémon. « Madame Dupuis m'a dit que tu allais t'occuper de moi maintenant. »« C'est vrai ?»« C'est vrai, » répondit Élise en s'accroupissant pour se mettre à sa hauteur. « Si tu es d'accord, bien sûr. » Chloé l'observa avec une gravité surprenante pour son âge. « Tu vas rester longtemps ? La dernière gouvernante est partie au bout de 2 mois, et celle d'avant au bout de 3. » Élise sentit son cœur se serrer face à la vulnérabilité cachée derrière cette question. « Je n'ai pas l'intention de partir, Chloé. Je suis là pour t'aider et prendre soin de toi. » Un petit sourire éclaira le visage de l'enfant. « Tu veux voir ma chambre? J'ai des Legos. »« J'adorerais, » dit Élise avec sincérité. Le dîner ce soir-là fut une expérience intimidante. La salle à manger était aussi somptueuse que le reste de la maison. Une longue table en acajou pouvant accueillir 20 personnes, éclairée par des chandeliers en argent. Mais seuls 3 couverts étaient dressés à une extrémité. Raphaël présidait la table, Chloé à sa droite, et Élise avait été placée à sa gauche. Un domestique silencieux servait les plats, une soupe à l'oignon délicate, suivie d'un magret de canard, accompagné de légumes de saison, puis une tarte tatin pour le dessert. Raphaël mangeait en silence, consultant occasionnellement son téléphone. Chloé picorait dans son assiette, lançant des regards furtifs à son père, comme si elle attendait quelque chose de lui. Élise, mal à l'aise, ne savait pas si elle devait entamer la conversation ou rester silencieuse. Alors Chloé finit par dire Raphaël sans lever les yeux de son téléphone. « Comment s'est passée ta journée ?»« Bien, papa, » répondit la petite d'une voix morne. « On a fait des maths et de la géographie. »« Bien. » Un silence retomba, seulement rompu par le tintement des couverts contre la porcelaine. Élise observait cet échange avec un pincement au cœur. Il y avait tant de distance entre ce père et sa fille, tant de mots non dits. Elle se souvenait des repas bruyants et joyeux chez ses parents, des rires et des discussions animées autour de la table familiale. Ici, c'était comme si 3 étrangers partageaient un repas par obligation. « Mademoiselle Moreau, » dit soudain Raphaël, la faisant sursauter, « vous vous êtes installée correctement ?»« Oui, monsieur. Merci. La chambre est magnifique. Parfait. Demain matin, vous accompagnerez Chloé à l'école. Le chauffeur vous conduira. L'après-midi, elle a cours de piano à 16h. Madame Dupuis vous donnera l'adresse. »« Entendu, monsieur. » Il la regarda vraiment pour la première fois depuis le début du repas. « Vous avez de l'expérience avec les enfants ?» Élise déglutit. « J'ai été fille au pair en Angleterre pendant 1 an après mon baccalauréat, et j'ai beaucoup aidé à élever mes jeunes cousins. Pourquoi avoir postulé ici ?
J'avais besoin d'un nouveau départ, répondit-elle honnêtement. Paris représentait une opportunité, et j'aime vraiment m'occuper des enfants. Raphaël hocha la tête, semblant satisfait de cette réponse. Son regard s'attarda un instant sur elle, et Élise eut l'impression qu'il voyait bien plus que ce qu'elle montrait. Puis il retourna à son téléphone. Après le dîner, alors qu'Élise aidait Chloé à se préparer pour la nuit, la petite lui demanda « Tu trouves mon papa gentil ?» Élise réfléchit soigneusement à sa réponse. « Je pense que ton papa t'aime beaucoup, mais qu'il ne sait pas toujours comment le montrer. » Chloé enfila son pyjama orné de licorne. « C'est parce que maman est morte. Avant, il riait tout le temps. Maintenant, il est toujours triste, même quand il ne le montre pas. » Les larmes montèrent aux yeux d'Élise. Elle serra doucement la petite fille contre elle. « Je suis désolée, ma chérie. C'est très dur de perdre quelqu'un qu'on aime. Tu vas m'aider à le rendre moins triste ?» demanda Chloé, avec un espoir déchirant dans la voix. Élise ne savait pas quoi répondre. Comment promettre une chose pareille? Mais en regardant ses grands yeux bleus remplis d'espoir, elle murmura « Je vais faire de mon mieux. » Cette nuit-là, allongée dans son nouveau lit, Élise regarda le plafond pendant des heures. Elle pensait à Raphaël Beaumont, à cette tristesse palpable qui émanait de lui, à cette petite fille qui avait perdu sa mère et qui semblait avoir aussi perdu son père d'une certaine manière. Elle ne savait pas encore dans quel genre d'histoire elle venait de mettre les pieds, mais quelque chose au fond d'elle sentait que rien ne serait plus jamais comme avant. Les 3 premières semaines passèrent dans une routine bien établie. Élise s'adapta rapidement au rythme de la maison Beaumont. Chaque matin à 7 heures précises, elle réveillait Chloé en douceur, l'aidait à s'habiller et prenait le petit déjeuner avec elle dans la grande cuisine lumineuse. Madame Leblanc, la cuisinière, une femme ronde et chaleureuse d'origine bretonne, préparait des tartines dorées, des croissants frais et du chocolat chaud onctueux. Raphaël était toujours parti avant qu'elle ne descende. Il quittait la maison vers 6h30 et ne rentrait généralement pas avant 21h, parfois plus tard. Élise le croisait rarement, et quand cela arrivait, leurs échanges restaient brefs et professionnels. Il demandait comment se portait Chloé, si tout se passait bien, puis disparaissait dans son bureau ou dans sa chambre. Pourtant, Élise sentait sa présence partout dans la maison. Dans les livres de la bibliothèque annotés de sa main, dans le parfum qui flottait dans les couloirs quand il était passé, dans les photos encadrées soigneusement disposées sur les meubles, Raphaël, plus jeune, souriant, aux côtés d'une femme magnifique aux cheveux auburn et au sourire lumineux, sa défunte épouse, Isabelle. Dans chaque photo, ils irradiaient le bonheur. Élise avait cherché des informations en ligne par curiosité. Isabelle Beaumont, née de Lamar, était morte 3 ans auparavant dans un accident de voiture. Elle avait seulement 32 ans. Les articles parlèrent de la tragédie, du millionnaire technologique brisé par le chagrin, de la petite Chloé, qui n'avait que 5 ans à l'époque. En s'occupant de Chloé, Élise découvrait une enfant intelligente, sensible, mais terriblement seule. La petite avait peu d'amis à l'école, préférant rester dans son monde de livres et de Lego. Elle parlait souvent de sa mère, se souvenant de petits détails, comment elle sentait la vanille, comment elle chantait des berceuses, comment elle riait fort quand papa faisait des blagues. « Tu sais ce qui me manque le plus ?» demanda Chloé un après-midi pluvieux de novembre, alors qu'elles construisaient ensemble un château en Lego. La pluie tambourinait contre les fenêtres du salon, créant une atmosphère cosy. « Quoi donc, ma puce ?»« Les câlins de maman. Papa ne fait plus de câlins. Qu'il a peur, je crois. » Élise sentit sa gorge se serrer. « Peur de quoi ?»« De m'aimer trop. Parce que maman est partie. Il a peur que je parte aussi. » La sagesse de cet enfant de 8 ans la stupéfia. « Oh, Chloé, mais c'est idiot !» continua la petite en assemblant minutieusement 2 pièces rouges. « Parce que si on ne s'aime pas, c'est comme si on était déjà parti. Tu comprends ?» Élise l'attira contre elle et l'embrassa sur le front. « Tu es une petite fille très intelligente et très courageuse. » Ce soir-là, pour la première fois, Raphaël rentra plus tôt que d'habitude. Il était 19h30 quand Élise entendit la porte d'entrée s'ouvrir. Elle aidait Chloé avec ses devoirs de mathématiques dans le salon quand il apparut. Il avait l'air épuisé. Sa cravate était desserrée, les premiers boutons de sa chemise défaits, ses cheveux légèrement ébouriffés. Il portait une mallette en cuir et tenait son téléphone collé à l'oreille. « Jean-Pierre, je t'ai dit que ce n'était pas négociable. Le contrat doit être signé avant vendredi, sinon on passe au plan B, » disait-il d'une voix tendue en traversant le hall. Puis il les aperçut. Son regard se posa sur Chloé, qui avait levé la tête de son cahier avec un espoir manifeste. « Je te rappelle, » dit-il brusquement avant de raccrocher. «
Bonjour, papa, lança Chloé avec un grand sourire. Tu rentres tôt aujourd'hui. J'avais une réunion annulée, répondit-il en déposant sa mallette. Il s'approcha et posa maladroitement une main sur la tête de sa fille. Comment s'est passée ta journée? Super. Élise m'a emmené au Luxembourg après l'école. On a vu des signes. Pour la première fois, Raphaël regarda vraiment Élise. Vous l'avez emmenée au jardin du Luxembourg? Oui, monsieur, répondit-elle, soudain nerveuse. Il faisait beau cet après-midi, et je pensais qu'un peu d'air frais lui ferait du bien. J'espère que ça ne pose pas de problème. Non, dit-il après une pause. C'est bien. Isabelle l'y emmenait souvent. Un silence inconfortable s'installa. Chloé regardait son père avec une expression indéchiffrable. J'ai presque fini mes devoirs, papa. Tu veux voir? Raphaël sembla hésiter, puis s'assit à côté d'elle sur le canapé. Élise s'apprêtait discrètement à partir pour leur laisser un moment en famille, mais Chloé la retint par la main. Non, reste. Tu expliques mieux que personne les fractions. Élise se rassit, consciente du regard de Raphaël sur elle. Pendant l'heure suivante, ils travaillèrent tous les trois sur les exercices de mathématiques. Au début, Raphaël restait silencieux, se contentant d'observer. Mais peu à peu, il commença à participer, expliquant certains concepts avec une patience qu'Élise ne lui aurait pas soupçonnée. Elle le regardait du coin de l'œil. Quand il était concentré sur sa fille, son visage perdait cette dureté glaciale. Ses traits se détendaient, et on pouvait presque entrevoir l'homme qu'il avait été avant la tragédie. Il avait de belles mains, remarqua-t-elle, des doigts longs et élégants qui manipulaient le crayon avec précision. « Voilà, tu as compris maintenant ?» demanda-t-il à Chloé après avoir dessiné un schéma. « Oui, merci, papa. » Il sourit. Un vrai sourire, le premier qu'Élise lui voyait. Cela transformait complètement son visage, le rendant presque accessible. Son cœur fit un petit bond étrange dans sa poitrine. « Bien, je vais me changer. On dîne dans 1 heure ?» Après son départ, Chloé serra le bras d'Élise avec excitation. « Tu as vu? Il a souri. Il n'avait pas souri depuis des mois. » Le dîner ce soir-là fut différent. Raphaël posa son téléphone et engagea réellement la conversation. Il demanda à Chloé des détails sur sa journée, écouta ses histoires sur l'école, rit même quand elle raconta comment son ami Lucas avait renversé de la peinture sur la robe de la maîtresse. Élise participait peu, se contentant d'écouter, heureuse de voir cette complicité naissante entre le père et la fille. Mais elle sentait parfois le regard de Raphaël se poser sur elle, comme s'il l'évaluait, essayait de la comprendre. Après le dîner, alors qu'Élise mettait Chloé au lit, Raphaël frappa à la porte de la chambre. « Je peux entrer ?»« Bien sûr, monsieur. » Il entra et s'assit au bord du lit de sa fille. Chloé le regarda avec des étoiles dans les yeux. « Tu me lis une histoire, papa. Comme avant. » Élise vit l'hésitation dans ses yeux, la douleur qui y passa furtivement. « S'il te plaît, » insista Chloé en lui tendant un livre. « Le Petit Prince. C'était celui que maman préférait. » Raphaël prit le livre avec des mains légèrement tremblantes. Élise fit mine de partir, mais il dit « Restez, s'il vous plaît. » Elle se rassit donc dans le fauteuil près de la fenêtre, tandis que Raphaël commençait à lire d'une voix grave et hésitante au début, puis de plus en plus assurée. Chloé s'endormit avant la fin, un sourire paisible sur les lèvres. Raphaël referma doucement le livre et regarda sa fille dormir. Dans la pénombre de la chambre, éclairée seulement par la petite veilleuse en forme de lune, Élise vit des larmes briller dans ses yeux. « Elle vous aime beaucoup », murmura-t-il sans la regarder. « En 3 semaines, vous avez réussi à créer un lien que les autres gouvernantes n'ont jamais établi. Chloé est une enfant extraordinaire, répondit Élise doucement. Elle a juste besoin d'amour, de présence. Je sais. » Sa voix était chargée de culpabilité. « Je n'ai pas été un bon père ces dernières années. J'étais tellement perdu dans mon propre chagrin que j'ai oublié qu'elle souffrait aussi. Il n'est jamais trop tard pour changer. » Il la regarda enfin, et Élise fut frappée par la vulnérabilité dans ses yeux. Ce n'était plus le millionnaire froid et distant, mais un homme brisé, essayant de se reconstruire. « Comment faites-vous » demanda-t-il. « Comment savez-vous toujours quoi dire, quoi faire? Vous êtes si jeune, et pourtant... » Élise rougit sous l'intensité de son regard. « Je ne sais pas. Je fais juste ce qui me semble juste. » Ils restèrent là, dans le silence, à regarder Chloé dormir. Dehors, Paris brillait de 1000 lumières. Le vent faisait craquer les branches nues des arbres du jardin. « Merci », finit par dire Raphaël, « pour tout ce que vous faites. Pour elle, pour nous. C'est mon travail, monsieur. »« Non, » dit-il fermement. « C'est bien plus que ça, et vous le savez. » Il quitta la chambre,
laissant Élise avec un cœur battant et des pensées confuses. Quelque chose avait changé ce soir. Une brèche s'était ouverte dans le mur que Raphaël Beaumont avait construit autour de lui, et Élise ne savait pas si elle devait en avoir peur ou en être heureuse. Les semaines suivantes virent un changement subtil mais indéniable dans la dynamique de la maison Beaumont. Raphaël rentrait de plus en plus tôt, trouvant des excuses pour passer du temps avec Chloé, et, par extension, avec Élise. Il dînait avec elle presque tous les soirs maintenant, posant des questions sur leur journée, écoutant vraiment les réponses. Novembre céda la place à décembre, et Paris se para de lumière de Noël. Les Champs-Élysées scintillaient, les vitrines des grands magasins rivalisaient de créativité, et l'air froid charriait une odeur de marron grillé et de vin chaud. Un samedi après-midi, alors qu'Élise avait normalement congé, elle resta pour aider Chloé à décorer le sapin. Raphaël était censé être à un déjeuner d'affaires, mais il rentra plus tôt que prévu, et les trouva dans le grand salon, entourés de cartons de décoration. « Oh, pardon, monsieur !» s'excusa immédiatement Élise, prise en flagrant délit de travailler pendant son jour de repos. « Je sais que c'est mon week-end, mais Chloé voulait vraiment décorer le sapin, et je... »« Papa !» l'interrompit Chloé en courant vers lui. « Tu vas nous aider, s'il te plaît ?» Raphaël regarda le sapin de 3 mètres qui trônait devant la grande fenêtre, puis sa fille, puis Élise qui tenait maladroitement une guirlande dorée. Il était encore en costume, impeccable comme toujours, et semblait totalement déplacé dans ce décor de fête en préparation. « Je ne sais pas si... Papa, on ne l'a pas décoré ensemble depuis que maman... » Chloé ne finit pas sa phrase, mais le silence était éloquent. Élise vit la douleur traverser le visage de Raphaël, suivie d'une détermination soudaine. « D'accord, laissez-moi juste me changer. » Il revint 15 minutes plus tard, en jean et pull noir en cachemire. C'était la première fois qu'Élise le voyait habillé de façon décontractée, et elle dut détourner le regard. Il était encore plus séduisant ainsi, plus accessible, plus humain. Ils passèrent l'après-midi à décorer. Chloé dirigeait les opérations avec un sérieux comique, indiquant précisément où chaque boule devait être accrochée. Raphaël, debout sur l'escabeau, plaçait les décorations en hauteur, tandis qu'Élise s'occupait des branches basses. « Non, papa, pas comme ça. La boule rouge doit être à côté de la dorée, pas de l'argentée. »« Mes excuses, mademoiselle la décoratrice en chef, » répondit Raphaël avec un sourire amusé. Élise rit, et leurs regards se croisèrent. Il y eut un moment, juste un instant, où le temps sembla se suspendre. Quelque chose passa entre eux, quelque chose d'électrique et d'innommable. Puis Chloé réclama leur attention, et le moment se brisa. Madame Leblanc leur apporta du chocolat chaud et des sablés encore tièdes. Ils firent une pause, assis par terre autour du sapin à moitié décoré, et Chloé raconta des histoires sur les Noëls passés, quand maman était là. Elle faisait toujours brûler les cookies, dit-elle en riant. « Tu te souviens, papa ? La cuisine était pleine de fumée et l'alarme sonnait. » Raphaël sourit, un sourire teinté de mélancolie. Elle n'a jamais été une grande cuisinière, mais elle adorait essayer. Elle chantait tout le temps aussi, continua Chloé. Des chansons de Noël même en plein été. C'est vrai, la voix de Raphaël s'était faite plus douce. Elle disait que Noël c'était un état d'esprit, pas une date. Élise les écoutait, silencieuse, sentant qu'elle assistait à quelque chose de précieux. Un père et sa fille qui réapprenaient à se souvenir sans que cela soit trop douloureux. « Tu dois penser qu'on est bizarre, » dit soudain Raphaël en se tournant vers elle. « Pas du tout, » répondit Élise sincèrement. « Je pense que vous êtes une famille qui apprend à guérir. Et c'est magnifique. » Il la regarda intensément, et encore une fois, Élise sentit son cœur s'emballer. Il y avait tant de choses dans ce regard, de la gratitude, de la curiosité, et quelque chose d'autre qu'elle n'osait pas identifier. Quand le sapin fut enfin terminé, illuminé de 1000 lumières scintillantes, ils l'admirèrent tous les 3. Dehors, la nuit était tombée, et la neige commençait à tomber doucement, de gros flocons paresseux qui dansaient dans la lumière des lampadaires. « C'est parfait », murmura Chloé, blottie entre son père et Élise sur le canapé. « Oui », dit Raphaël, « c'est parfait. » Mais quand il prononça ces mots, il regardait Élise, pas le sapin. Ce soir-là, après que Chloé fut couchée, Élise descendit à la cuisine pour se préparer une tisane. Elle pensait être seule, mais trouva Raphaël assis à la grande table en marbre, un verre de whisky devant lui, perdu dans ses pensées. « Oh, pardon, » dit-elle en faisant demi-tour. « Je ne voulais pas déranger. »« Vous ne dérangez pas, » dit-il rapidement. « Ça va au contraire. Restez, s'il vous plaît,
Élise hésita, puis se prépara sa tisane et s'assit face à lui. La cuisine était baignée dans une douce pénombre, éclairée seulement par les spots au-dessus du plan de travail. C'était une pièce immense, moderne mais chaleureuse, avec ses poutres apparentes et son immense piano de cuisson. « C'était une belle journée », dit Raphaël après un long silence. « Merci d'être resté. Je sais que c'était votre jour de congé. J'étais heureuse de le faire. » Chloé était tellement excitée. « Ce n'est pas juste pour Chloé que je vous remercie. » Il fit tourner le whisky dans son verre, observant le liquide ambré. C'était la première fois depuis qu'Isabelle est morte que je pouvais évoquer de bons souvenirs sans que cela me détruise. Élise sentit sa gorge se serrer. « Vous l'aimiez beaucoup. Elle était ma vie. » Sa voix était rauque. On s'était rencontrés à l'université. Elle étudiait l'architecture, moi l'informatique. Elle était tellement vivante, tellement pleine de lumière. Quand elle est morte, c'est comme si on avait éteint le soleil. Il but une gorgée de whisky, et Élise vit ses mains trembler légèrement. « Les premiers mois, je voulais la suivre, » continua-t-il, les yeux fixés sur son verre. Je ne voyais aucune raison de continuer. Et puis je regardais Chloé, et je me disais qu'Isabelle ne me pardonnerait jamais de l'abandonner. Alors je me suis plongé dans le travail. 16-18 heures par jour, c'était ma façon de survivre, de ne pas penser, de ne pas sentir. Mais vous ne pouvez pas fuir éternellement, dit doucement Élise. Non, il leva enfin les yeux vers elle. Et ces dernières semaines, grâce à vous, j'ai réalisé que je ne voulais plus fuir, que je voulais réapprendre à vivre. Pour Chloé, pour... Il s'interrompit, mais le non-dit flotta entre eux comme une présence tangible. « Parlez-moi de vous, » dit-il soudainement en changeant de sujet. « Je ne sais presque rien de vous à part ce que contenait votre CV. Vous venez de Normandie ?» Élise hocha la tête. « Un petit village près de Honfleur. Saint-Martin-le-Beau. 300 habitants. Une église, une boulangerie et une école primaire. Qu'est-ce qui vous a amené à Paris ? Le désir de... plus, répondit-elle en cherchant ses mots. Dans mon village, tout le monde savait tout sur tout le monde. Mon avenir était tracé. Je me marierais avec le fils du fermier voisin, j'aurais des enfants. Je vivrais et mourrais dans la même maison. Et ce n'est pas que c'est mal, mais ce n'était pas pour moi. Vous vouliez l'aventure. Je voulais découvrir qui je pourrais être loin des attentes des autres. Elle rougit soudain. Ça doit vous paraître stupide. Vous qui avez construit un empire, voyagé partout dans le monde. Au contraire. Il se pencha légèrement vers elle. C'est l'une des choses les plus courageuses qu'on puisse faire. Quitter sa zone de confort pour se chercher. Beaucoup de gens n'en ont jamais le courage. Leurs regards se rencontrèrent et restèrent accrochés. Élise sentit une chaleur se répandre dans sa poitrine. Dans la pénombre de la cuisine, Raphaël Beaumont n'était plus le millionnaire intimidant, mais simplement un homme vulnérable et terriblement attirant. « Vous avez quel âge ?» demanda-t-il soudain. « 24 ans. Si jeune. » Il rit amèrement. « J'ai l'impression d'avoir 100 ans parfois. Vous avez 38 ans, monsieur. Ce n'est pas vieux. Appelez-moi Raphaël, dit-il doucement. Au moins quand nous sommes seuls. Ce « monsieur » crée une distance qui commence à me peser. « Raphaël », répéta-t-elle, testant son prénom sur sa langue. Il ferma brièvement les yeux, comme si entendre son prénom dans sa bouche le touchait profondément. « Vous avez quelqu'un, un petit ami ?» La question la prit au dépourvu. « Non, je n'ai jamais... » Elle rougit violemment. « Je n'ai jamais vraiment eu de relation. »« Jamais ?» Il semblait sincèrement surpris. « Dans mon village, les garçons étaient... » Elle chercha ses mots. « Pas vraiment mon genre. Et à l'université, j'étais trop concentré sur mes études. Et après, je ne sais pas. Je n'ai jamais rencontré quelqu'un qui... Ça m'a qui quoi ? Qui me fasse ressentir quelque chose de spécial. » Le silence qui suivit était chargé d'électricité. Raphaël la regardait avec une intensité qui la faisait trembler intérieurement. Elle aurait dû se sentir mal à l'aise, mais étrangement, elle se sentait vue, vraiment vue pour la première fois de sa vie. « Élise » commença-t-il, puis s'arrêta. Il passa une main dans ses cheveux, un geste d'incertitude rare chez lui. « Je dois vous avouer quelque chose. » Son cœur battait si fort qu'elle était sûre qu'il pouvait l'entendre. « Ces dernières semaines, j'ai... » Il sembla chercher ses mots. « Vous êtes entré dans cette maison comme une bouffée d'air frais. Vous avez redonné la vie à Chloé. Vous avez redonné la vie à cette maison et vous m'avez redonné envie de vivre. Raphaël, laissez-moi finir. » Il prit une grande inspiration. « Je sais que c'est inapproprié. Vous travaillez pour moi. Vous êtes beaucoup plus jeune que moi. Vous méritez quelqu'un de votre âge, quelqu'un qui n'est pas un homme brisé avec trop de bagages. Mais je ne peux pas.
Je ne peux plus prétendre que je ne ressens rien. » Élise resta sans voix. Son esprit était un tourbillon d'émotions contradictoires. Elle aurait dû être choquée, dire que c'était impossible, que c'était son employeur. Mais tout ce qu'elle ressentait, c'était une joie immense et terrifiante. « Je ne vous demande rien, » continua rapidement Raphaël, en voyant son silence. « Je voulais juste être honnête avec vous. Vous méritez au moins ça. Si vous voulez partir, je comprendrai. Je vous fournirai d'excellentes références et... Je ne veux pas partir. » Il la regarda, espoir et incrédulité mêlés sur son visage. « Non, non. » Elle rassembla tout son courage. « Parce que je ressens la même chose. » Les mots flottèrent entre eux, lourds de signification. Raphaël se leva lentement, contourna la table et s'arrêta devant elle. Élise leva les yeux vers lui, le cœur battant à tout rompre. « Êtes-vous sûr ?» Sa voix n'était qu'un murmure. « Parce qu'une fois que nous franchissons cette ligne, il n'y aura pas de retour en arrière possible. »« Je suis sûr. » Il tendit la main et caressa doucement sa joue. C'était le premier contact physique entre eux, et Élise sentit un frisson la parcourir tout entière. Ses doigts étaient chauds contre sa peau, son toucher à la fois tendre et hésitant. « Vous êtes si belle, » murmura-t-il. « Comment ne l'ai-je pas vue plus tôt ?» Puis, lentement, lui donnant tout le temps de s'écarter si elle le souhaitait, il se pencha et posa ses lèvres sur les siennes. Le baiser fut doux, presque timide au début, comme si Raphaël avait peur de briser quelque chose de précieux. Ses lèvres étaient chaudes et hésitantes contre les siennes, une question autant qu'une déclaration. Élise, qui n'avait jamais vraiment été embrassée, sentit le monde basculer autour d'elle. Quand ils se séparèrent, Raphaël posa son front contre le sien, les yeux fermés. « Mon Dieu !» murmura-t-il. « Qu'est-ce que je fais ? Quelque chose d'interdit ?» suggéra Élise avec un petit sourire nerveux. Il rit doucement, un son grave qui résonna dans sa poitrine. Très probablement. Il s'écarta légèrement, gardant ses mains sur ses épaules. « Élise, nous devons être raisonnables. Réfléchir aux conséquences. Je sais. » Mais elle ne voulait pas être raisonnable. Pour la première fois de sa vie, elle voulait juste ressentir, vivre, être. « Si quelqu'un l'apprend, » commença-t-il, « personne ne le saura. Ma famille, mon cercle social. Ils ne comprendraient jamais. Ils penseraient que... » Il ne termina pas, mais elle comprit. Ils penseraient qu'elle était une opportuniste, qu'elle profitait d'un homme vulnérable. « Alors nous serons discrets, » dit-elle avec plus d'assurance qu'elle n'en ressentait. Il la regarda longuement, cherchant dans ses yeux quelque chose qu'elle ne pouvait nommer. « Vous méritez mieux que ça, mieux que des rendez-vous secrets, des regards volés. Vous méritez quelqu'un qui peut vous emmener au restaurant, vous présenter à ses amis, crier son amour sur les toits. Je ne veux pas quelqu'un d'autre. » Les mots étaient sortis avant qu'elle puisse les retenir. « Je vous veux, vous, tel que vous êtes, avec vos complications et vos bagages. » Raphaël ferma les yeux, comme si ces paroles lui faisaient physiquement mal. « Vous ne savez pas ce que vous dites. Vous êtes si jeune, si innocente. Arrêtez de décider à ma place ce qui est bon pour moi, » dit-elle avec une fermeté nouvelle. « Je suis peut-être jeune, mais je sais ce que je ressens. Pour la première fois de ma vie, je ressens quelque chose de réel, de puissant. Ne me retirez pas ça. » Il la regarda avec une intensité qui lui coupa le souffle. Puis, comme s'il abandonnait un combat qu'il menait contre lui-même, il l'attira à nouveau contre lui et l'embrassa, plus profondément cette fois, avec une passion contenue qui menaçait de les consumer tous les deux. Quand ils se séparèrent enfin, tous deux à bout de souffle, Raphaël murmura contre ses lèvres « Nous sommes fous, complètement fous. » « Probablement, » acquiesça Élise. « Mais n'est-ce pas ainsi que commencent toutes les belles histoires ?» Les jours suivants furent un mélange étrange de normalité et de tension électrique. En apparence, rien n'avait changé. Élise continuait à s'occuper de Chloé, Raphaël continuait à travailler. Mais tout était différent. Les regards qu'ils échangeaient étaient chargés de signification. Un frôlement de mains en passant le sel pendant le dîner. Un sourire secret quand Chloé racontait une histoire. Des messages cryptiques échangés pendant la journée. « Tu me manques » écrivait-il. « Rentre vite » répondait-elle. Ils se retrouvaient tard le soir, quand Chloé dormait et que le personnel était parti. Dans la bibliothèque où Raphaël lui faisait découvrir ses auteurs préférés. Dans le jardin d'hiver, où ils s'asseyaient côte à côte sur le banc de pierre, partageant leurs histoires sous la verrière étoilée. Dans la cuisine, comme ce premier soir, parlant pendant des heures de tout et de rien. Raphaël lui apprenait Paris. Pendant les week-ends, quand il n'avait pas Chloé avec lui, elle visitait parfois ses grands-parents maternels,
Il emmenait Élise découvrir la ville. Pas les lieux touristiques, mais son Paris à lui. Une librairie ancienne dans le Marais, un café minuscule dans Montmartre où le propriétaire le connaissait par son prénom, un pont sur la Seine où Isabelle et lui venaient souvent. « Tu n'as pas peur de me parler d'elle » demanda Élise un dimanche après-midi, alors qu'ils marchaient le long du canal Saint-Martin, emmitouflés dans leurs manteaux d'hiver. « Au contraire, » répondit Raphaël en prenant sa main dans la sienne. « Isabelle faisait partie de ma vie, l'ignorer serait la trahir. Et je pense... » Il s'arrêta, cherchant ses mots. « Je pense qu'elle t'aurait apprécié. Elle aurait aimé ta gentillesse, ta sincérité. Tu crois ? J'en suis certain. » Il serra sa main. Elle disait toujours qu'on reconnaît les bonnes personnes à la façon dont elles traitent ceux qui ne peuvent rien leur apporter. Et toi, avec Chloé, avec le personnel de maison, avec tout le monde, tu es bonne. Vraiment bonne. Élise sentit les larmes lui monter aux yeux. « Tu me vois avec des lunettes roses. » « Non. » Il s'arrêta et la fit se tourner vers lui. « Je te vois exactement telle que tu es. Et c'est encore plus merveilleux que tout ce que j'aurais pu imaginer. » Il l'embrassa là au milieu du pont, devant les passants qui continuèrent leur chemin sans leur prêter attention. Dans l'anonymat de Paris, ils pouvaient être simplement un couple parmi d'autres. Mais leur bulle allait bientôt éclater. Un soir, 2 semaines avant Noël, la sœur de Raphaël débarqua sans prévenir. Camille Beaumont-Mercier, 42 ans, était l'opposé de son frère. Extravertie, mondaine, avec une opinion tranchée sur tout. Grande et élégante, vêtue d'un tailleur Chanel et de talons vertigineux, elle fit irruption dans le salon où Élise aidait Chloé avec ses devoirs. « Où est mon frère » demanda-t-elle sans préambule, son regard critique balayant la pièce avant de se poser sur Élise. « Monsieur Beaumont est dans son bureau, madame » répondit Élise poliment en se levant. « Voulez-vous que j'aille ?»« Tante Camille » cria Chloé en courant vers sa tante. Camille se radoucit instantanément, prenant sa nièce dans ses bras. « Ma chérie, tu as encore grandi. » Puis, regardant Élise par-dessus la tête de Chloé, « Et vous êtes ?» Élise Moreau, la gouvernante de Chloé. Ah, le ton était neutre, mais le regard restait évaluateur. « Encore une nouvelle. Combien de temps resterez-vous, selon vous ?» Avant qu'Élise puisse répondre, Raphaël entra. « Camille. »« Quelle surprise ! Une mauvaise surprise à en juger par ton ton. » répliqua sa sœur en l'embrassant sur les joues. « Je passais dans le quartier et je me suis dit que j'allais voir ma nièce préférée. Ta seule nièce. » Justement. Elle se tourna à nouveau vers Élise. « Laissez-nous, s'il vous plaît. J'aimerais parler avec mon frère. » Élise jeta un regard à Raphaël, qui hocha imperceptiblement la tête. Elle rassembla les affaires de Chloé et monta avec elle à l'étage, le cœur serré d'appréhension. Dans le salon, Camille ne perdit pas de temps. « Elle est bien jeune, non ?»« Qui ? Élise ? Elle a 24 ans, un âge parfaitement approprié pour être gouvernante. Elle est jolie. Je n'avais pas remarqué. » Le mensonge passa difficilement ses lèvres. Camille rit sèchement. « Menteur. Je t'ai vu la regarder quand tu es entré. Et elle, la façon dont elle te regardait. Elle s'assit et croisa les jambes. « Raphaël, dis-moi que tu ne fais pas ce que je pense que tu fais. Je ne vois pas de quoi tu parles. Une employée, une fille de 24 ans, à peine plus qu'une enfant. Tu te rends compte de ce que les gens diraient ? » « Les gens, » répéta-t-il avec amertume. « Depuis quand te soucies-tu de ce que pensent les gens ? Depuis que ça concerne mon frère et ma nièce. » Elle se leva et s'approcha de lui. « Écoute, je comprends. Tu es seul depuis 3 ans. Tu as des besoins. Mais une employée, une petite provinciale sans le sou, les gens penseront qu'elle profite de toi, qu'elle est après ton argent. Élise n'est pas comme ça. Ah, donc il y a quelque chose. » Camille leva les mains au ciel. « Mon Dieu, Raphaël, qu'est-ce qui t'arrive? Ce n'est pas toi. Tu es sérieux, réfléchi, responsable. » Peut-être que j'en ai assez d'être tout ça. La voix de Raphaël avait monté. Peut-être que j'en ai assez de faire ce qu'on attend de moi, de vivre selon les règles des autres. Isabelle est morte, Camille. Morte. Et j'ai passé 3 ans à mourir avec elle. Élise, elle m'a aidé à me rappeler ce que c'est que de vivre. En couchant avec toi, le silence qui suivit était glacial. « Je ne te permets pas, » dit Raphaël d'une voix dangereusement basse. Camille soupira et se radoucit. « Pardon, c'était déplacé, mais Raphaël réfléchit. Quelle issue vois-tu à cette histoire? Vous vivrez heureux dans cette maison où elle est employée? Tu la présenteras à nos parents, à nos amis, comme quoi? Ta gouvernante devenue compagne? Je n'en sais rien. » Il passa une main dans ses cheveux. « Je ne pense pas à tout ça. Je pense juste que pour la première fois depuis des années, je me sens vivant. Est-ce vraiment si mal? Non.
Camille posa une main sur son bras. Ce n'est pas mal, mais ça ne suffira pas, et tu le sais. Tôt ou tard, tu devras choisir. Soit tu l'assumes complètement et tu affrontes le jugement du monde, soit tu y mets fin avant que vous ne soyez tous les deux trop investis. Raphaël ne répondit pas. Au fond de lui, il savait qu'elle avait raison. Mais accepter cette vérité signifiait perdre la seule lumière qui avait percé son obscurité en 3 ans. Cette nuit-là, Élise ne put dormir. Elle resta à la fenêtre, regardant les lumières de Paris, le cœur lourd. Elle avait entendu des bribes de conversation depuis l'étage, assez pour comprendre que Camille désapprouvait leur relation. Un coup discret à sa porte la fit sursauter. Raphaël entra, l'air épuisé. « Elle est partie », dit-il simplement. « J'ai entendu des voix. » Élise ne se retourna pas. « Elle a raison, n'est-ce pas? Nous sommes en train de nous raconter des histoires. » Élise. « Non, écoute-moi. » Elle se retourna enfin et il vit les larmes sur ses joues. « Je ne veux pas être ton secret. Je ne veux pas être la fille que tu caches, dont tu as honte. Tu mérites mieux. Je mérite mieux. Tu n'es pas un secret dont j'ai honte, dit-il en s'approchant. Tu es tout. Mais Camille a soulevé des questions auxquelles je n'ai pas de réponse. Comment faire fonctionner ça? Comment te protéger du jugement des autres? Peut-être qu'on ne peut pas, murmura Élise. Peut-être que c'était une belle parenthèse, mais... Non. Il la prit par les épaules. Ne dis pas ça. Ne nous raye pas d'un trait, s'il te plaît. Alors dis-moi comment on fait. Il la regarda longtemps, ses yeux qu'il aimait tant maintenant, remplis de larmes. Et pour la première fois, il n'eut pas de réponse. Le silence qui suivit fut plus éloquent que tous les mots. Les jours suivants furent marqués par une distance douloureuse. Raphaël et Élise évitaient soigneusement d'être seuls ensemble, échangeant seulement des politesses froides en présence de Chloé. La petite fille sentait le changement d'atmosphère et se faisait plus silencieuse, ses grands yeux bleus passant de l'un à l'autre avec inquiétude. Paris se préparait pour Noël. Les rues scintillaient sous les illuminations, les vitrines débordèrent de cadeaux, et l'air froid charriait des chants de Noël diffusés par les haut-parleurs des magasins. Mais dans l'hôtel particulier du 7e arrondissement, une tristesse palpable s'était installée. Élise envisageait sérieusement de démissionner. Chaque fois qu'elle croisait Raphaël, son cœur se serrait. Elle avait commencé à chercher d'autres postes, parcourant les annonces sur son téléphone tard le soir, les larmes coulant silencieusement sur ses joues. Ce fut Chloé qui, sans le savoir, changea tout. Un mercredi soir, alors qu'Élise l'abordait, la petite fille éclata en sanglots. « Tu vas partir, toi aussi ?» demanda-t-elle entre deux hoquets. Comme toutes les autres gouvernantes, le cœur d'Élise se brisa. « Pourquoi dis-tu ça, ma puce? Parce que papa et toi, vous ne vous parlez plus. Vous êtes tristes tous les deux. C'est comme avant, quand maman venait de mourir. Tout le monde était triste et puis les gens partaient. » Ses petites mains agrippaient la couette. « S'il te plaît, ne pars pas. Je t'aime. » Élise la serra contre elle, sentant ses propres larmes couler. « Oh, Chloé, tu es la seule qui me fait rire, la seule qui joue vraiment avec moi, la seule qui a fait revenir mon papa. » Chloé leva vers elle ses yeux rougis. « Avant toi, papa était comme un fantôme. Il était là, mais pas vraiment. Et puis tu es arrivé et il s'est réveillé. Il souriait à nouveau. On était presque une vraie famille. » Ces mots résonnèrent dans le cœur d'Élise comme une cloche. Elle réalisa soudain qu'en essayant de se protéger, elle risquait de blesser cet enfant qui avait déjà tant perdu. « Je ne vais nulle part, » dit-elle fermement, prenant une décision. « Je te le promets. » Après avoir couché Chloé, Élise descendit d'un pas déterminé vers le bureau de Raphaël. Elle frappa et sa voix grave lui dit d'entrer. Il était assis derrière son imposant bureau en acajou, des dossiers étalés devant lui, l'air épuisé. Ses cheveux étaient en désordre, comme s'il y avait passé les mains plusieurs fois. Sa cravate était desserrée, les manches de sa chemise blanche remontaient sur ses avant-bras. Quand il leva les yeux et la vit, quelque chose passa sur son visage. De l'espoir, de la douleur, du désir. « Élise, il faut qu'on parle, » dit-elle en refermant la porte derrière elle. Il se leva immédiatement. « Oui, j'allais justement venir te voir. Chloé vient de me demander si j'allais partir. » Elle s'avança dans la pièce, ses mains tremblant légèrement. Elle pleurait, Raphaël. Elle pense qu'elle va me perdre comme elle a perdu sa mère, comme elle a perdu les autres gouvernantes. La culpabilité envahit le visage de Raphaël. Mon Dieu, je n'avais pas pensé. Moi non plus. Élise s'arrêta devant le bureau. On a été tellement absorbés par nous-mêmes, par nos peurs, qu'on a oublié celle qui compte le plus dans tout ça. Elle compte, bien sûr qu'elle compte. Mais toi aussi, tu comptes. Il contourna le bureau et s'approcha d'elle. Ces derniers jours sans toi ont été un enfer. Je n'arrive pas à travailler.
Je n'arrive pas à dormir. Tu me manques. Chaque seconde, tu me manques. Tu me manques aussi, admit Élise, sentant les larmes lui monter aux yeux. Mais on ne peut pas continuer comme ça. On ne peut pas se cacher, faire semblant, et laisser Chloé souffrir de notre indécision. Je sais. Il prit ses mains dans les siennes. J'ai beaucoup réfléchi. Camille avait raison sur une chose. Je dois choisir. Soit j'assume complètement ce que je ressens pour toi, soit j'y mets fin. Il n'y a pas de demi-mesure possible. Le cœur d'Élise s'arrêta. Et qu'as-tu choisi? Raphaël la regarda intensément, ses yeux bleu-gris brillants d'émotion. Je choisis toi. Je choisis nous. Même si ça signifie affronter le jugement des autres, même si ça complique tout. La vie sans toi n'est pas une vie que je veux vivre. La joie explosa dans la poitrine d'Élise. Tu es sûr? Plus sûr que je ne l'ai jamais été de quoi que ce soit. Il porta ses mains à ses lèvres. Mais il y a des conditions, des choses qu'on doit faire correctement. Lesquelles? D'abord, tu ne peux plus être mon employé. Ce n'est pas juste pour toi et ça donne raison à ceux qui penseraient que je profite de ma position. Je vais engager une nouvelle gouvernante pour Chloé. Toi, si tu le souhaites, tu pourras rester ici, mais en tant que... Il chercha ses mots. En tant que compagne, en tant que partie de cette famille. Élise sentit son cœur bondir. Et Chloé, comment va-t-elle réagir? On lui parlera ensemble. Avec honnêteté. Un sourire toucha ses lèvres. Je pense qu'elle sera la plus heureuse de tous. Ces dernières semaines, elle n'arrêtait pas de demander pourquoi tu ne dînais pas avec nous tous les soirs, pourquoi tu ne venais pas aux sorties du week-end. Je pense qu'elle nous a percés à jour depuis longtemps. Les enfants voient toujours plus que ce qu'on croit, murmura Élise. Ensuite, continua Raphaël, je vais annoncer notre relation à ma famille. Ça ne sera pas facile. Camille va protester. Mes parents vont avoir des doutes. Mes associés vont lever les sourcils. Mais c'est mon choix, ma vie. Et s'ils ne peuvent pas l'accepter, tant pis. Je ne veux pas que tu te brouilles avec ta famille à cause de moi. Ils s'adapteront. Il caressa sa joue. Et s'ils ne le font pas, alors ils ne méritent pas d'être dans notre vie. Toi et Chloé, vous êtes ma priorité maintenant. Élise sentit les larmes couler librement sur ses joues. Je t'aime, dit-elle, les mots jaillissant de son cœur. Je sais que c'est trop tôt, que c'est rapide, mais je t'aime, Raphaël. Il ferma les yeux, comme si ces mots étaient une bénédiction qu'il attendait depuis toujours. Je t'aime aussi, tellement, d'une manière qui me terrifie et me rend euphorique en même temps. Il l'embrassa alors, un baiser profond et passionné qui scellait leur engagement. Toute la distance des derniers jours s'évanouit dans cette étreinte. Élise se sentit fondre contre lui, ses mains trouvant le chemin vers ses cheveux, son cœur battant en synchronisation avec le sien. Quand ils se séparèrent, essoufflés, Raphaël appuya son front contre le sien. Il y a encore une chose. Quoi donc? Tu es... Il hésita, cherchant ses mots avec soin. Tu as dit que tu n'avais jamais eu de relation. Je veux que tu saches que je ne m'attends à rien. On ira à ton rythme. Il n'y a aucune pression, aucune urgence. Élise rougit, comprenant ce qu'il sous-entendait. Je sais, mais je veux apprendre. Avec toi, quand le moment sera venu. La tendresse dans ses yeux la fit fondre. Tu es incroyable, tu le sais, ça? Le lendemain matin, ils parlèrent à Chloé ensemble, au petit déjeuner. La petite fille les regarda alternativement, les yeux écarquillés, tandis que Raphaël expliquait avec des mots simples que lui et Élise s'aimaient et qu'ils voulaient être ensemble en tant que famille. Il y eut un long silence, puis Chloé dit « Donc Élise va rester pour toujours ?»« Si elle le veut, oui, » répondit Raphaël. « Et vous allez vous marier comme papa et maman étaient mariés ?» Raphaël et Élise échangèrent un regard surpris. « Peut-être un jour, » dit prudemment Raphaël. « Pour l'instant, on apprend à se connaître. Mais tu l'aimes? Et elle t'aime? » « Oui, alors c'est bon. » Chloé haussa les épaules avec la logique simple des enfants. « Maman aurait voulu que tu sois heureux, papa. Elle me l'a dit. » Raphaël se figea. « Quand a-t-elle dit ça? » Avant l'accident. Elle savait qu'elle allait mourir bientôt. Les yeux de Chloé se remplirent de larmes. Elle avait été chez le docteur, et le docteur lui avait dit qu'elle était très malade. Elle m'a fait asseoir sur le lit, et elle m'a dit « Si jamais maman part au ciel, tu dois prendre soin de papa, et tu dois lui dire qu'il a le droit d'être heureux à nouveau, que je veux qu'il aime encore. » Le silence qui suivit fut total. Raphaël était devenu livide. « Quoi ?» Sa voix n'était qu'un murmure étranglé. « Elle était malade ?» Chloé hocha la tête. Elle avait quelque chose dans la tête. Une tumeur, je crois. C'est pour ça qu'elle a eu l'accident. Elle s'est endormie au volant. Les larmes coulaient maintenant sur le visage de Raphaël. Élise lui prit la main, le cœur brisé pour lui. Toutes ces années,
Il avait cru que c'était un accident aléatoire, une cruauté du destin. Il n'avait jamais su qu'Isabelle était malade, qu'elle souffrait. « Pourquoi ne me l'as-tu jamais dit ?» demanda-t-il d'une voix rauque. « Maman m'a fait promettre de ne rien dire pendant longtemps. Elle disait que tu avais besoin de temps pour guérir. Mais maintenant que tu vas mieux, maintenant qu'Élise est là, je peux le dire. » Raphaël se leva brusquement et quitta la pièce. Élise entendit ses pas précipités dans l'escalier, puis le claquement d'une porte. « J'ai dit quelque chose de mal ?» demanda Chloé inquiète. « Non, ma chérie. » Élise la serra contre elle. « Pas du tout. Tu as été très courageuse de lui dire. Papa a juste besoin d'un moment pour digérer tout ça. » Elle trouva Raphaël dans sa chambre, assis au bord du lit, la tête dans les mains. Des photos d'Isabelle étaient éparpillées autour de lui. « Raphaël, elle savait, dit-il sans lever la tête. Elle savait qu'elle allait mourir et elle ne m'a rien dit. Pourquoi? Pourquoi ne m'a-t-elle pas laissé être là pour elle? » Élise s'assit à côté de lui. Peut-être qu'elle voulait te protéger, ou peut-être qu'elle voulait que vos derniers moments ensemble soient heureux, pas assombris par la maladie. J'aurais dû être là, j'aurais dû savoir. Sa voix se brisa. J'étais son mari, bon sang. Comment ai-je pu ne rien remarquer? Tu n'as rien fait de mal. Élise prit son visage entre ses mains, le forçant à la regarder. Tu l'as aimée, c'est ce qui compte. Et elle t'a aimé assez pour vouloir épargner ta souffrance le plus longtemps possible. Elle m'a donné sa permission, murmura-t-il. À travers Chloé, elle m'a dit que j'avais le droit d'aimer à nouveau. Oui, mais pourquoi me sens-je si coupable? Les larmes coulaient librement maintenant. Pourquoi ai-je l'impression de la trahir chaque fois que je te regarde, chaque fois que je ressens du bonheur? Élise l'attira contre elle, et il s'effondra dans ses bras, pleurant pour la première fois depuis 3 ans. Toute la douleur, toute la culpabilité, tout le chagrin réprimé jaillissaient enfin. Elle le berça doucement, murmurant des mots apaisants, laissant ses propres larmes couler silencieusement. Ils restèrent ainsi longtemps, enlacés dans la lumière grise de décembre filtrant par les fenêtres. Dehors, Paris continuait sa vie, indifférente à leur drame personnel. Mais ici, dans cette chambre, un homme apprenait enfin à lâcher prise, à faire son deuil véritablement. Aimer quelqu'un de nouveau ne signifie pas arrêter d'aimer celle qui est partie, dit finalement Élise. Le cœur humain est assez grand pour contenir plusieurs amours. Isabelle fera toujours partie de toi, de ton histoire. Mais ça ne t'empêche pas de construire une nouvelle histoire. Avec moi, avec Chloé. Raphaël se redressa et la regarda. Ses yeux étaient rouges, son visage ravagé par les larmes, mais il y avait quelque chose de nouveau dans son expression, une légèreté comme si un poids immense venait d'être levé. « Je suis prêt, » dit-il, « prêt à avancer, prêt à vivre vraiment. » Il prit ses mains. « Avec toi. » La semaine précédant Noël fut un tourbillon de changements. Raphaël engagea Marie, une gouvernante professionnelle d'une 50aine d'années, pour s'occuper de Chloé officiellement. Élise déménagea ses affaires de la chambre du 3e étage vers une suite au 2e, juste à côté de celle de Raphaël. Madame Dupuis et le reste du personnel acceptèrent le changement avec une discrétion professionnelle, bien qu'Élise surprit parfois des regards curieux. Seule Madame Leblanc, la cuisinière, lui fit un clin d'œil complice un matin. « C'est bien, mademoiselle. Monsieur Beaumont mérite d'être heureux. Et vous aussi. » Raphaël annonça la nouvelle à sa famille lors d'un déjeuner formel dans un restaurant étoilé du 8e arrondissement. Élise n'était pas présente. Il avait insisté pour le faire seul d'abord, mais il lui raconta tout le soir même. « Camille a été... Camille, » dit-il avec un rire amer, s'affalant sur le canapé de leur salon privé. Dramatique, scandalisé, prédisant notre ruine sociale. « Et tes parents ?» Élise lui servit un verre de whisky qu'il accepta avec gratitude. « Mon père n'a rien dit. Il s'est contenté de me regarder avec cette expression de déception que je connais si bien. Ma mère a pleuré. Il but une longue gorgée. Elle a dit qu'Isabelle se retournerait dans sa tombe. Élise sentit la colère monter en elle. Elle n'avait pas le droit de dire ça. Non. Raphaël la tira contre lui. Mais je lui ai répondu. Pour la première fois de ma vie, j'ai tenu tête à ma mère. Je lui ai dit qu'Isabelle voulait que je sois heureux, que Chloé le voulait aussi, et que mon bonheur ne regardait personne d'autre que moi. Comment a-t-elle réagi? Elle est partie. Camille aussi. Mon père est resté et m'a dit que je faisais une erreur, que tu étais trop jeune, trop différente de notre monde, que ça ne durerait pas. Il posa son verre et prit le visage d'Élise entre ses mains. Mais tu sais quoi? Je m'en fiche. Pour la première fois, je fais ce que je veux, pas ce qu'on attend de moi. » Et c'est libérateur. Elle l'embrassa tendrement. « Je suis fière de toi. » «
Ils viendront. Il caressa sa joue. Avec le temps, ils comprendront. Et sinon, tant pis. Mais Élise ne pouvait s'empêcher de se sentir coupable. Elle était la source d'une division familiale, la raison pour laquelle Raphaël était en froid avec ses proches. Le réveillon de Noël approchait. Raphaël voulait l'organiser chez eux avec Chloé et avait proposé à Élise d'inviter ses parents. Après beaucoup d'hésitation, elle accepta. Ses parents, Michel et Françoise Moreau, arrivèrent la veille de Noël. Michel, un homme robuste aux mains calleuses de fermier, et Françoise, une femme simple en tailleur modeste, semblèrent complètement dépassés par la magnificence de l'hôtel particulier. « Mon Dieu, Élise !» murmura sa mère en traversant le hall d'entrée. « C'est un palais. » Le dîner de présentation fut tendu. Les parents d'Élise étaient mal à l'aise, ne sachant pas quelle fourchette utiliser, intimidés par l'élégance des lieux. Michel parlait peu, se contentant d'observer Raphaël avec méfiance. Françoise tentait de faire la conversation, posant des questions polies, mais l'atmosphère restait guindée. Ce fut Chloé qui détendit l'atmosphère. « Vous avez une ferme ?» demanda-t-elle à Michel, les yeux brillants. « Avec des vaches et des poules ?»« Oui, ma petite, » répondit Michel, se radoucissant instantanément. « Des vaches normandes, des poules rousses, même un cochon nommé Boudin. C'est un drôle de nom pour un cochon, » rit Chloé. Bientôt, Michel racontait des histoires de la ferme, et Chloé l'écoutait avec fascination. Françoise se détendit aussi, parlant de son potager, de ses confitures maison. Raphaël posait des questions intelligentes sur l'agriculture, l'économie rurale, montrant un intérêt sincère. Plus tard, quand les parents d'Élise furent montés se coucher dans la chambre d'amis, Michel prit sa fille à part. « Il est bien plus vieux que toi, » dit-il sans détour, « et bien plus riche. Tu es sûr que c'est ce que tu veux? Que ce n'est pas juste l'excitation de la nouveauté? Papa, je l'aime. L'amour ne suffit pas toujours, ma fille. » Son regard était sérieux. « Tu viens d'un monde, lui d'un autre. Ça va être difficile. Les gens vont parler, juger, sa propre famille ne t'accepte pas. Je sais. » Élise prit les mains rugueuses de son père. « Mais je suis prête à affronter tout ça. Parce que lui, Chloé, cette vie, c'est ce que je veux, ce que je choisis. » Michel la regarda longuement, puis hocha la tête. « Alors ton vieux père te soutiendra, même si ça m'inquiète. » Le jour de Noël fut magique. La neige tomba doucement sur Paris, transformant la ville en carte postale. Ils ouvrirent les cadeaux autour du sapin, Chloé poussant des cris de joie devant ses nouveaux jouets. Raphaël avait offert à Élise un collier délicat en or blanc avec un petit pendentif en forme d'étoile. « Pour te rappeler que tu es ma lumière », murmura-t-il en l'attachant autour de son cou. Elle avait les larmes aux yeux. Son cadeau à lui, un exemplaire rare d'un livre qu'il cherchait depuis des années, semblait dérisoire en comparaison, mais il l'avait serré contre son cœur comme un trésor. Le dîner fut somptueux. Madame Leblanc s'était surpassée. Foie gras poêlé, homard thermidor, chapon farci au marron et une bûche de Noël spectaculaire. Les parents d'Élise étaient encore un peu intimidés, mais l'atmosphère était chaleureuse. Après le dîner, alors que Chloé jouait avec ses nouveaux Legos et que les parents d'Élise admirèrent le jardin enneigé depuis le salon, Raphaël attira Élise vers la bibliothèque. « J'ai encore un cadeau pour toi, » dit-il. « Raphaël, le collier était déjà trop... Ce n'est pas un objet. » Il prit ses mains, soudain nerveux. « C'est une proposition. » Le cœur d'Élise bondit dans sa poitrine. « Pas celle à laquelle tu penses, » ajouta-t-il rapidement en voyant son expression. « Pas encore. Mais j'aimerais qu'on parte en voyage. Toi, moi et Chloé, 15 jours en janvier, là où tu veux, pour qu'on apprenne à être une vraie famille, loin de Paris, loin des regards, loin de tout. Où? Tu choisis. Plage, montagne, ville exotique, n'importe où. » Ses yeux brillaient. « Je veux des souvenirs avec toi. Je veux t'emmener voir le monde. Je veux construire notre histoire. » Élise sentit les larmes lui monter aux yeux. « Les Maldives, » dit-elle impulsivement. « J'ai toujours rêvé des Maldives. Alors les Maldives, ce sera. » Il l'embrassa doucement. « Je réserve dès demain. » Ils s'embrassèrent là, dans la bibliothèque faiblement éclairée, entourée de milliers de livres, tandis que dehors, la neige continuait de tomber. C'était un moment parfait, suspendu dans le temps, mais leur bulle était sur le point d'éclater de la manière la plus brutale. 2 jours après Noël, un article parut dans un magazine People en ligne. Le titre était ravageur. Le PDG milliardaire Raphaël Beaumont en couple avec sa jeune gouvernante. Histoire d'amour ou opportunisme? L'article était accompagné de photos prises à leur insu. Raphaël et Élise se promenant le long du canal Saint-Martin, main dans la main. Eux s'embrassant devant un café dans Montmartre.
Élise sortant de l'hôtel particulier avec Chloé. Le texte était venimeux, insinuant qu'Élise était une arriviste qui profitait d'un homme vulnérable. Il mentionnait son âge, ses origines modestes, son poste de gouvernante. Il citait des sources proches de la famille, affirmant que Raphaël Beaumont avait toujours été un homme sérieux et responsable jusqu'à ce qu'une certaine jeune femme n'entre dans sa vie. En quelques heures, l'article fut repris partout. Les réseaux sociaux s'enflammèrent. Certains défendaient leur relation, d'autres la condamnaient. Les commentaires étaient cruels, spécialement envers Élise. Une croqueuse de diamants classique. Pauvre homme, il ne voit pas qu'elle est après son argent. À 24 ans, elle a trouvé le jackpot. Ça ne durera jamais. Dans 2 ans, elle aura la moitié de sa fortune dans le divorce. Élise lisait les commentaires sur son téléphone, assise sur le lit de leur suite, les larmes coulant silencieusement. Chaque mot était comme un coup de poignard. Raphaël entra, furieux, son propre téléphone à la main. « J'ai appelé mes avocats. Ils vont poursuivre ce torchon pour diffamation. »« Ça ne changera rien, » dit Élise d'une voix morne. « Le mal est fait. Tout le monde pense que je suis ça. Tout le monde se trompe. » Il s'assit à côté d'elle. « Élise, regarde-moi. » Elle leva des yeux rougis vers lui. « Je me fiche de ce qu'il pense. Je sais qui tu es. Chloé sait qui tu es. C'est tout ce qui compte. Mais ta réputation, ton entreprise, survivront. J'ai bâti ma réputation sur mes compétences, pas sur ma vie privée. » Il prit son visage entre ses mains. « Ne les laisse pas gagner. Ne les laisse pas détruire ce qu'on a. Et si... » Sa voix se brisa. « Et si j'étais vraiment ce qu'ils disent? Une opportuniste? Comment peux-tu en être sûr? Parce que je te connais. » Il l'embrassa sur le front. « Tu es la personne la plus authentique, la plus généreuse que j'ai jamais rencontrée. Tu ne m'as jamais rien demandé. Tu ne profites de rien. Tu es juste toi. » Mais les jours suivants prouvèrent que l'article n'était que le début de la tempête. Des journalistes campaient devant l'hôtel particulier. Des photographes les traquaient lors de chaque sortie. L'école de Chloé appela pour signaler que des reporters essayaient d'interroger les enfants. Le pire survint quand les parents de Raphaël demandèrent une réunion familiale urgente. Il s'y rendit seul, malgré les protestations d'Élise qui voulait l'accompagner. Il revint 3 heures plus tard, livide. « Ils m'ont donné un ultimatum, » dit-il d'une voix blanche. « Soit je romps avec toi publiquement et je fais un communiqué de presse expliquant que c'était une erreur de jugement, soit ils me retirent leur soutien dans l'entreprise. Mon père menace de vendre ses parts à un concurrent. » Élise sentit le sol se dérober sous elle. « Quoi? L'entreprise que mon père et moi avons bâtie ensemble, celle pour laquelle j'ai sacrifié tant de choses. » Il rit amèrement. « Il me demande de choisir entre elle et toi. Alors, choisis l'entreprise. » Les mots sortirent avant qu'elle puisse les retenir. Raphaël la regarda comme si elle l'avait giflé. « Tu ne peux pas être sérieuse. C'est ta vie, ton héritage. Tu ne peux pas tout perdre à cause de moi. » Les larmes coulaient maintenant. Je savais que c'était trop beau pour être vrai. Je savais que quelqu'un comme moi ne pouvait pas être avec quelqu'un comme toi. Arrête. Il la prit par les épaules. Arrête de dire ça. Mais c'est la vérité. Regarde tout ce qui se passe. Ta famille te rejette. Les médias nous déchirent. Ton entreprise est en danger. Tout ça parce que j'existe dans ta vie. Non. Tout ça parce que le monde est cruel et injuste. Mais je ne les laisserai pas gagner. Sa voix était ferme. J'ai déjà fait ma décision. J'ai dit à mon père qu'il pouvait garder ses parts et ses menaces, que je construirais une nouvelle entreprise s'il le fallait, que je perdrais tout plutôt que de te perdre. Élise le regarda, incrédule. Tu n'as pas... Si. Il l'attira contre lui. Parce que tu vaux plus que n'importe quelle entreprise, plus que l'argent, la réputation, l'approbation de qui que ce soit. Tu es ma famille maintenant. Toi et Chloé. Le reste peut aller au diable. Elle éclata en sanglots contre sa poitrine, et il la berça doucement, murmurant des mots d'amour et de réconfort. Dehors, l'orage médiatique faisait rage, mais ici, dans leurs bras l'un de l'autre, ils trouvèrent leur ancre. Les semaines qui suivirent furent parmi les plus difficiles de leur vie. L'ultimatum du père de Raphaël se concrétisa. Pierre Beaumont vendit effectivement ses parts de l'entreprise familiale à un concurrent. Les médias s'emparèrent de l'affaire, transformant leur histoire d'amour en feuilleton public. Raphaël dut renégocier sa position dans l'entreprise qu'il avait contribué à bâtir. Les réunions avec les avocats s'enchaînaient. Certains clients menaçaient de partir, inquiets de la stabilité de la direction. Ils rentraient tard chaque soir, épuisés, les traits tirés.
Élise se sentait terriblement coupable. Elle proposait régulièrement de partir, de disparaître de sa vie pour que tout redevienne normal. Mais chaque fois, Raphaël refusait catégoriquement. « Tu es la seule chose normale dans ma vie maintenant », disait-il en la serrant contre lui. « Sans toi, tout ça n'aurait aucun sens. » Chloé, étonnamment, était leur roc. La petite fille de 8 ans faisait preuve d'une maturité surprenante, réconfortant tour à tour son père et Élise. « Les gens qui vous aiment vraiment reviendront », disait-elle avec sagesse. Maman disait toujours que l'amour véritable résiste aux tempêtes. Début janvier, contre toute attente, Camille se présenta à l'hôtel particulier. Élise l'accueillit avec appréhension, mais la sœur de Raphaël avait l'air différente. Moins hautaine, plus humaine. « Je peux vous parler ?» demanda-t-elle à Élise. Seule à seule, elles s'installèrent dans le salon. Camille resta silencieuse un long moment, observant Élise avec une attention nouvelle. « J'ai fait des recherches sur vous, » dit-elle finalement. « Je sais, c'est intrusif, mais je devais savoir qui vous étiez vraiment. » Élise sentit son estomac se nouer. « Et qu'avez-vous trouvé ? Une jeune femme qui a excellé à l'école malgré des moyens limités, qui a travaillé dès 16 ans pour payer ses études, qui s'est occupée de sa grand-mère malade pendant 2 ans, qui a toujours été première de sa classe. » Camille la regarda dans les yeux. Pas du tout le portrait d'une opportuniste. Élise ne sut quoi répondre. « J'ai aussi parlé avec Chloé, » continua Camille. « Longuement. Ma nièce ne tarit pas d'éloges sur vous. Elle dit que vous lui avez rendu son père, que grâce à vous, ils rient à nouveau ensemble, que vous ne cherchez jamais à remplacer Isabelle, mais que vous créez votre propre place dans leur vie. » Des larmes montèrent aux yeux d'Élise. « J'aime votre frère, et j'aime Chloé. Ce n'est pas de la manipulation ou du calcul, c'est juste la vérité. »« Je sais. » Camille soupira. « C'est pour ça que je suis là, pour m'excuser. J'ai été horrible avec vous, j'ai jugé sans connaître. J'étais jalouse, je crois. » « Jalouse ?» Raphaël était détruit depuis la mort d'Isabelle. J'essayais de le ramener à la vie, de le faire sourire, de l'aider. Mais rien ne fonctionnait. Et puis vous êtes arrivé et en quelques semaines, vous avez accompli ce que je n'ai pas pu faire en 3 ans. Elle sourit tristement. Ça a blessé mon orgueil. Vous êtes sa sœur. Il vous aime. Je sais. Mais l'amour fraternel ne suffit pas toujours. Camille se leva et s'approcha d'Élise. Je voudrais recommencer, si vous êtes d'accord. Faire connaissance vraiment, sans préjugés. Parce que si mon frère vous a choisi, alors vous devez être quelqu'un d'extraordinaire. Élise se leva aussi, et à sa grande surprise, Camille l'étreignit. Bienvenue dans la famille, Élise. Officiellement cette fois. Quand Raphaël rentra ce soir-là et trouva sa sœur et Élise riant ensemble autour d'un thé, il resta figé sur le seuil du salon. « Je rêve ou... »« Non, tu ne rêves pas, » dit Camille en se levant pour l'embrasser. « J'ai décidé d'arrêter d'être une peste. Élise est charmante, et je me suis comporté comme une idiote. » Raphaël regarda Élise, qui hocha la tête avec un sourire radieux. Le soulagement sur son visage était palpable. « Maman et papa reviendront aussi, » dit Camille. « Ça prendra du temps, mais ils reviendront. Papa est têtu comme une mule, mais il finit toujours par admettre quand il a tort. Et voir l'entreprise partir l'a secoué. Il réalise qu'il a été trop loin. Je ne suis pas sûr de vouloir qu'ils reviennent, » dit Raphaël avec amertume. « Pas après ce qu'ils ont fait. Et tu dis ça maintenant. Mais ce sont nos parents. Et Chloé mérite d'avoir ses grands-parents. » Camille posa une main sur son bras. « Donne-leur le temps. Donne-toi le temps. » Mi-janvier, comme prévu, ils partirent pour les Maldives. 2 semaines dans un resort de luxe sur une île privée, avec des bungalows sur pilotis au-dessus d'une eau turquoise cristalline. C'était le paradis. Chloé était au paradis, nageant avec les poissons tropicaux, construisant des châteaux de sable, courant pieds nus sur la plage de sable blanc. Elle riait sans arrêt, le visage hâlé par le soleil, les cheveux décoiffés par le vent marin. Pour Élise, c'était la première fois qu'elle voyait l'océan. Elle restait des heures à contempler l'immensité bleue, sentant le sable fin entre ses orteils, s'émerveillant de chaque coquillage, de chaque raie qui passait sous leur bungalow. « Ça, c'est magique !» murmurait-elle le premier soir. Debout sur leur terrasse privée, regardant le coucher de soleil transformer le ciel en symphonie d'orange et de rose. Raphaël l'enlaça par derrière, posant son menton sur son épaule. « Tu es magique. Tu dis ça parce que je porte ce bikini, » plaisanta-t-elle en rougissant. « Je dis ça parce que c'est vrai. » Il la fit se retourner vers lui. « Regarde-toi, tu rayonnes. Tu es libre ici, loin de tout le jugement, de toute la pression. C'est comme ça que je veux te voir tout le temps. On ne peut pas vivre sur une île déserte pour toujours. Non,
Mais on peut apprendre à recréer cette liberté, même à Paris. Il caressa sa joue. Je ne veux plus jamais que tu aies peur ou honte de ce que nous sommes. Cette nuit-là, après avoir couché Chloé dans sa chambre adjacente, ils restèrent sur leur terrasse, bercés par le bruit des vagues. Le ciel était criblé d'étoiles, plus brillantes qu'Élise n'en avait jamais vues. « Raphaël, dit-elle doucement. Je suis prête. » Il comprit immédiatement ce qu'elle voulait dire. Il se redressa et la regarda intensément. « Tu es sûr? Il n'y a aucune urgence. Je peux attendre aussi longtemps que... » « Je suis sûr. » Elle prit ses mains. « Je veux que ce soit toi, je veux que ce soit maintenant, ici, dans ce lieu parfait, loin de tout. » Il l'embrassa alors, profondément, tendrement, avec toute la passion contenue de ces derniers mois. Puis il la prit dans ses bras et la porta à l'intérieur. Ce qui suivit fut à la fois intimidant et magnifique. Raphaël fut d'une douceur infinie, prenant son temps, s'assurant à chaque instant qu'elle allait bien, qu'elle était à l'aise. Il murmura des mots d'amour contre sa peau, embrassa chaque centimètre de son corps, la fit se sentir adorée, précieuse. Il y eut de la maladresse, de la nervosité, quelques moments de doute, mais aussi des rires, des soupirs, une connexion si profonde qu'Élise en pleura de joie. « Je t'aime », murmura-t-elle, alors qu'ils étaient enlacés, les draps blancs emmêlés autour d'eux, la brise marine caressant leur peau. « Je t'aime aussi, tellement. » Il embrassa son front. « Merci, pour ta confiance, pour ton amour, pour toi. » Ils s'endormirent ainsi, corps entrelacés, cœurs battant à l'unisson, tandis que l'océan chantait sa berceuse éternelle. Les jours suivants furent une découverte mutuelle. Raphaël lui apprenait son corps, elle découvrait le sien. Ils passèrent les matinées à jouer avec Chloé, construisant des châteaux, nageant dans le lagon, faisant de la plongée avec Tuba. Les après-midi, pendant la sieste de Chloé, étaient pour eux moments volés de passion et de tendresse. Un soir, alors qu'ils dînaient sur la plage, pieds dans le sable, des torches illuminant leur table, Chloé endormie dans son bungalow sous la surveillance d'une nounou du resort, Raphaël dit soudain « Épouse-moi ». Élise faillit s'étouffer avec son verre de vin. « Quoi ? Épouse-moi ». Il n'avait pas de bague, pas de grande mise en scène, juste ses yeux bleu-gris qui la fixaient avec une intensité brûlante. « Je sais que c'est rapide, je sais qu'on devrait attendre, mais je ne veux pas attendre. Je veux que tu sois ma femme. Je veux construire une vie avec toi, officiellement, complètement. Raphaël. » Les larmes lui montaient aux yeux. « Tu n'as pas besoin de répondre maintenant. Réfléchis, prends ton temps. Mais je voulais que tu saches que c'est ce que je veux. Toi, pour toujours. » Élise le regarda, cet homme qui avait renoncé à sa famille, à son entreprise, à sa réputation pour elle. Cet homme qui l'aimait avec une intensité qui la terrifiait et l'émerveillait. Cet homme qui lui avait redonné la vie, comme elle la lui avait redonnée. « Oui, » dit-elle. Il cligna des yeux. « Oui, oui, je veux t'épouser. » Elle rit à travers ses larmes. « Je ne veux pas attendre non plus. Je veux être ta femme. Je veux être la mère de Chloé, même si je ne remplacerai jamais Isabelle. Je veux construire notre histoire ensemble. » Il se leva si brusquement qu'il renversa sa chaise et contourna la table pour la prendre dans ses bras. Il l'embrassa sous les étoiles, sur cette plage paradisiaque, tandis que les vagues venaient mourir à leurs pieds. « Je vais te rendre heureuse, » promit-il contre ses lèvres. « Chaque jour de ma vie, je vais m'assurer que tu ne regrettes jamais ce choix. Tu m'as déjà rendue heureuse, plus heureuse que je ne l'ai jamais été. » Ils rentrèrent à Paris fin janvier, transformés, bronzés, détendus, mais surtout unis d'une manière nouvelle. Chloé ne tenait plus en place, racontant à qui voulait l'entendre que « Papa et Élise vont se marier ». Raphaël avait acheté une bague pendant leur escale à Dubaï, un solitaire en diamant délicat, pas trop ostentatoire, exactement le style d'Élise. Elle la portait fièrement, s'émerveillant chaque fois que la lumière faisait scintiller la pierre. Mais Paris les attendait avec son lot de réalité. L'entreprise de Raphaël était dans une période de transition difficile. Sans les parts de son père, il devait négocier avec de nouveaux investisseurs, rassurer les clients, prouver sa stabilité. Élise, de son côté, s'inscrivit à l'université à distance pour terminer sa licence en lettres modernes qu'elle avait abandonnée. Elle voulait avoir ses propres accomplissements, ne pas être seulement la femme de Raphaël Beaumont. « Tu n'as pas besoin de faire ça », lui dit Raphaël un soir, la trouvant penchée sur ses livres dans la bibliothèque, l'air épuisé. « Si », elle leva les yeux vers lui, « j'ai besoin de savoir que je suis quelqu'un par moi-même, pas juste la jeune gouvernante qui a épousé le millionnaire. »
Tu es tellement plus que ça. Je sais, mais le monde ne le sait pas. Et parfois, quand je lis les commentaires en ligne, je commence à en douter moi-même. Elle posa son stylo. J'ai besoin de me prouver que je mérite ma place à tes côtés. Raphaël s'agenouilla devant elle et prit ses mains. Élise Moreau, écoute-moi bien. Tu mérites ta place non pas à cause de tes diplômes ou de tes accomplissements professionnels, mais parce que tu es une femme extraordinaire, intelligente, généreuse, forte. Tu as sauvé ma fille. Tu m'as sauvé. Tu vaux 1000 fois plus que n'importe quel diplôme. Mais je veux quand même le finir, pour moi. Il sourit. Alors je vais t'aider. On va créer un emploi du temps. Tu auras du temps dédié à tes études. Je m'occuperai de Chloé pendant ces moments. D'accord? D'accord. En février, un événement inattendu se produisit. Les parents de Raphaël demandèrent à les voir. Pas dans leur manoir imposant de Neuilly, mais dans un café neutre du Marais. Élise était terrifiée. Et s'il me déteste toujours? Alors on partira. Raphaël ajusta sa cravate dans le miroir de l'entrée. Mais Camille dit que maman a beaucoup pleuré depuis Noël, que papa est rongé par la culpabilité. Ils veulent arranger les choses. Et toi, tu veux les voir? Il réfléchit longuement. Oui, aussi en colère que je sois, ce sont mes parents. Et Chloé mérite d'avoir ses grands-parents dans sa vie. Ils arrivèrent au café 5 minutes en avance. Pierre et Marguerite Beaumont étaient déjà là, assis à une table près de la fenêtre. Ils avaient vieilli, remarqua Raphaël. Son père, habituellement si droit, semblait voûté. Sa mère avait les yeux rougis, comme si elle avait pleuré récemment. Raphaël, Mademoiselle Moreau. Pierre se leva, tendit la main. Le geste était formel, mais c'était un début. Ils s'assirent. Un silence inconfortable s'installa. Finalement, Marguerite parla, sa voix tremblante. « Je vous dois des excuses. » À tous les deux. Elle regarda Élise. « Surtout à vous, mademoiselle. Je vous ai jugé sans vous connaître. J'ai dit des choses horribles. Je pensais protéger mon fils, mais je réalise maintenant que je le blessais. Nous vous avons blessés tous les deux, » ajouta Pierre, le regard fixé sur la table. « J'ai laissé mon orgueil et mes préjugés détruire la relation avec mon fils. J'ai vendu mes parts de l'entreprise pour le punir, comme si c'était un enfant désobéissant. » Il leva enfin les yeux vers Raphaël. « J'ai eu tort, complètement tort. » Raphaël resta silencieux, sa mâchoire serrée. « Camille nous a beaucoup parlé de vous, » continua Marguerite en se tournant vers Élise. « Elle dit que vous êtes extraordinaire avec Chloé, que vous ne cherchez pas à remplacer Isabelle, mais que vous créez votre propre place. Elle dit aussi que Raphaël est plus heureux qu'il ne l'a été depuis des années. »« C'est vrai, » dit doucement Élise. « Je ne cherche pas à remplacer qui que ce soit. J'aime votre fils. J'aime Chloé, c'est tout. Nous avons été aveugles. » Pierre sortit une enveloppe de sa poche. « J'ai racheté mes parts de l'entreprise. C'était stupide de ma part de les vendre. Elles sont à toi, Raphaël. Sans condition. L'entreprise est à toi comme elle l'a toujours été. » Raphaël prit l'enveloppe, l'air incrédule. « Pourquoi maintenant ? Parce que j'ai failli perdre mon fils. » La voix de Pierre se brisa. « Et que rien, ni l'argent, ni l'orgueil, ni les conventions sociales, ne vaut ça. » Marguerite tendit une main tremblante vers Élise. « Pouvez-vous nous pardonner ? Nous donner une chance de recommencer ?» Élise regarda Raphaël, qui hocha imperceptiblement la tête. « Oui, dit-elle, je peux pardonner, mais il faudra du temps pour reconstruire la confiance. Nous avons tout le temps nécessaire, » dit Marguerite avec un sourire tremblant. « Et si vous voulez bien, nous aimerions assister à votre mariage. » Mars arriva avec l'éclosion des premiers bourgeons. Paris renaissait, et avec elle, la famille Beaumont. Les relations se normalisèrent progressivement. Marguerite et Pierre venaient dîner une fois par semaine, apportant des cadeaux pour Chloé, posant des questions polies à Élise sur ses études. C'était encore un peu guindé, mais c'était un début. Camille devint une véritable alliée. Elle emmenait Élise faire du shopping, lui apprenant à naviguer dans le monde du luxe parisien sans perdre son authenticité. « Tu n'as pas besoin de changer qui tu es, » lui disait-elle, « mais apprendre les codes peut t'aider à te sentir plus à l'aise. » Élise découvrit qu'elle aimait certains aspects de ce monde, les vernissages d'art, les concerts au théâtre des Champs-Élysées, les dîners sophistiqués. Mais elle gardait aussi son authenticité, invitant ses parents à dîner, cuisinant parfois elle-même des recettes normandes simples, gardant les pieds sur terre. Raphaël l'admirait pour ça. « Tu pourrais facilement te perdre dans tout ça, » lui disait-il. « Mais tu restes toi, c'est ce que j'aime le plus chez toi. » Ils fixèrent la date du mariage pour juin. Une cérémonie intime dans une chapelle du Marais, suivie d'une réception dans le jardin de l'hôtel particulier. Pas de centaines d'invités, juste la famille proche et quelques amis chers. « Tu n'es pas déçu ?»
demanda Raphaël. Toutes les filles rêvent d'un grand mariage. Je rêve de t'épouser. Le reste n'a pas d'importance. Un soir d'avril, alors qu'il se promenait le long de la Seine, Chloé endormie chez ses grands-parents pour la nuit, Raphaël demanda soudain « Est-ce que tu veux des enfants avec moi ?» Élise s'arrêta, surprise par la question. Je n'y ai pas vraiment pensé. Moi si. Il se tourna vers elle, le pont Neuf illuminé derrière lui, créant un halo doré. Je t'imagine enceinte. Je nous imagine avec un bébé, un petit frère ou une petite sœur pour Chloé. Il sourit. Elle me demande régulièrement quand vous allez lui faire un bébé. Élise rit. Elle fait ça constamment. Elle a même choisi des noms. Léo si c'est un garçon, Rose si c'est une fille. Elle est adorable. Élise prit ses mains. Et oui, je veux des enfants avec toi. Peut-être pas tout de suite, mais un jour, quand j'aurai terminé mes études, quand on sera mariés depuis un moment. Pas de pression, dit-il en l'embrassant. Je voulais juste savoir si c'était dans tes plans. Ça l'est. Elle sourit contre ses lèvres. Toute une vie avec toi, c'est dans mes plans. Ils continuèrent leur promenade, main dans la main, parlant de leur futur. Une maison de campagne en Normandie pour les week-ends. Des voyages avec Chloé. Peut-être un chien. Des Noëls remplis de rires. Des anniversaires. Des moments ordinaires qui deviendraient extraordinaires parce qu'ils les vivraient ensemble. Tu sais ce qui est étrange ? Dit Élise, alors qu'ils s'arrêtaient devant Notre-Dame, encore en reconstruction après l'incendie. Quoi donc ? Il y a 6 mois, j'étais une fille de la campagne terrifiée qui arrivait à Paris avec une valise élimée et des rêves vagues. Et maintenant, je suis fiancée à un millionnaire. Je vis dans un hôtel particulier et je vais devenir la belle-mère d'une petite fille que j'aime comme si elle était la mienne. Elle secoua la tête émerveillée. C'est surréaliste. Les contes de fées existent, dit Raphaël en la serrant contre lui, mais ils ne sont pas sans obstacle. On a dû se battre pour le nôtre. Et on continuera à se battre. Elle leva les yeux vers lui. Parce que tu en vaux la peine. Parce que nous en valons la peine. Il l'embrassa là devant la cathédrale en reconstruction, symbole parfait de leur propre renaissance. 2 âmes brisées qui s'étaient trouvées et qui, ensemble, reconstruisaient quelque chose de magnifique. Paris brillait autour d'eux, indifférente et éternelle. Mais pour Raphaël et Élise, cette ville était devenue le théâtre de leur histoire d'amour, le témoin de leur transformation. Et ce n'était que le début. Mai arriva dans une explosion de couleurs. Les marronniers des Champs-Élysées se couvraient de fleurs blanches et roses. Les jardins du Luxembourg débordaient de tulipes multicolores, et l'air tiède charriait le parfum du lilas et du jasmin. Paris était à son apogée, et avec elle, les préparatifs du mariage. Élise avait insisté pour une cérémonie simple, mais Camille et Marguerite avaient d'autres idées. Sans être étouffant, elle l'avait aidé à choisir une robe magnifique, une création en dentelle de Calais d'un blanc crémeux, simple mais élégante, qui épousait ses formes avec grâce. Pas de traîne démesurée, pas de strass tape à l'œil, juste la perfection sobre. « Tu es magnifique », avait murmuré Marguerite lors du dernier essayage, les larmes aux yeux. Isabelle aurait été heureuse de savoir que Raphaël a trouvé quelqu'un comme toi. Ces mots avaient profondément touché Élise. Elle s'était fait une alliée inattendue en sa future belle-mère, qui semblait sincèrement vouloir rattraper ses erreurs initiales. Les parents d'Élise, Michel et Françoise, étaient arrivés 1 semaine avant le mariage. Ils logeaient dans l'hôtel particulier, et leur présence apportait une touche de simplicité bienvenue dans l'effervescence des préparatifs. Michel aidait le jardinier à préparer le jardin pour la réception, refusant de rester les bras croisés. Françoise passait des heures avec Madame Leblanc dans la cuisine, partageant des recettes normandes. « Ton père est un homme bien », dit un soir Pierre Beaumont à Élise, alors qu'il regardait Michel tailler les rosiers avec une expertise de fermier. Honnête travailleur. On vient de mondes différents, mais au fond, on veut la même chose. Le bonheur de nos enfants. Merci, monsieur Beaumont. Pierre, appelle-moi Pierre. Il lui sourit. Tu vas être ma belle-fille dans quelques jours. Il est temps d'abandonner les formalités. 3 jours avant le mariage, un événement inattendu se produisit. Élise reçut un appel d'une association caritative qu'elle avait contactée des mois auparavant, proposant de faire un don au nom de leur mariage plutôt que de recevoir des cadeaux. « Mademoiselle Moreau, nous avons une surprise pour vous. Votre générosité nous a inspirés et nous avons organisé un petit événement en votre honneur. Pourriez-vous venir à notre centre demain après-midi » Curieuse, Élise accepta. Raphaël l'accompagna et ils se rendirent dans le 19e arrondissement, dans un quartier modeste qu'Élise connaissait bien pour y avoir fait du bénévolat.
Quand ils entrèrent dans le centre, ils furent accueillis par une cinquantaine d'enfants défavorisés que l'association aidait. Ils avaient préparé des dessins, des chansons et une grande banderole proclamant « Merci Élise et Raphaël. Votre don va permettre de financer notre programme pendant 1 an », expliqua la directrice, une femme énergique nommée Fatima. Ces enfants voulaient vous remercier personnellement. Élise avait les larmes aux yeux. Raphaël, lui, regardait la scène avec une émotion profonde. Il n'avait pas réalisé l'ampleur du don qu'Élise avait fait. Elle avait utilisé une grande partie de son salaire accumulé comme gouvernante. Un petit garçon d'environ 6 ans, aux grands yeux noirs, s'approcha timidement d'Élise. « Merci, madame. Grâce à vous, je vais pouvoir continuer à apprendre à lire. » Élise s'agenouilla et le serra contre elle. « C'est moi qui te remercie. Continue à apprendre, d'accord? Tu peux devenir tout ce que tu veux. » Sur le chemin du retour, Raphaël était silencieux. Finalement, il dit « Pourquoi ne m'as-tu jamais dit que tu faisais ça? Je ne voulais pas que tu penses que je le faisais pour t'impressionner. » Élise. Il arrêta la voiture sur le bas-côté et se tourna vers elle. « Tu réalises que tu es la personne la plus incroyable que j'ai jamais rencontrée? Tu aurais pu dépenser cet argent en vêtements, en voyages, en n'importe quoi. Mais tu l'as donné à des enfants qui en avaient besoin. Ça, c'était naturel. J'ai grandi sans beaucoup d'argent. Je sais ce que c'est de devoir choisir entre les livres et les loisirs. Si je peux aider, je t'aime. » Il prit son visage entre ses mains. « Je t'aime tellement que ça me fait mal parfois. Et je vais passer le reste de ma vie à mériter ton amour. Tu le mérites déjà. » Il l'embrassa alors, tendrement, profondément, sur ce bas-côté de la périphérie parisienne, tandis que le soleil de mai descendait lentement vers l'horizon. La veille du mariage, selon la tradition, Raphaël et Élise passèrent la nuit séparés. Raphaël alla dormir dans un hôtel avec son témoin, son meilleur ami d'université, Olivier. Élise resta à l'hôtel particulier avec Camille, sa mère et Chloé. Elles organisèrent une petite soirée entre filles dans la suite d'Élise. Champagne, jus de fruits pour Chloé, musique douce et conversations intimes. Camille raconta des histoires embarrassantes sur Raphaël enfant. Françoise partagea des souvenirs d'Élise petite fille. Chloé était euphorique, essayant sans arrêt sa robe de demoiselle d'honneur bleu lavande. « Tu as peur ?» demanda Camille à un moment, alors qu'elles étaient seules sur le balcon contemplant Paris illuminé. « Terrifiée, admit Élise. Pas de l'épouser, ça j'en suis certaine, mais de tout le reste, de ne pas être à la hauteur, d'échouer. Hein, tu ne peux pas échouer à être toi-même. » Camille lui prit la main. « Et c'est tout ce que Raphaël veut. Toi, authentique, imparfaite, humaine. Il ne veut pas une femme parfaite. Il veut toi. Et si un jour il se réveille et réalise qu'il a fait une erreur? Ça n'arrivera pas, je connais mon frère. Quand il aime pour toujours. Il a aimé Isabelle jusqu'à son dernier souffle, et il t'aimera de la même manière. » Elle sourit. « Peut-être même plus intensément, parce que tu l'as ramené d'entre les morts. » Plus tard, alors qu'Élise était couchée, incapable de dormir, Chloé se faufila dans sa chambre. « Élise, tu dors ?»« Non, ma puce, viens. » La petite grimpa dans le lit et se blottit contre elle. « Demain, tu vas vraiment devenir ma maman ?» Le cœur d'Élise se serra. « Je vais devenir ta belle maman. Ta vraie maman sera toujours ta maman. Personne ne peut la remplacer. Je sais, mais je peux t'appeler maman quand même, si je veux ?» Les larmes coulèrent sur les joues d'Élise. « Oh, Chloé, bien sûr que tu peux. Ce serait le plus beau cadeau du monde. Alors, je vais le faire. » Chloé leva ses grands yeux bleus vers elle. « Parce que tu es comme une maman pour moi, tu prends soin de moi, tu m'aimes. Tu fais rire papa. Tu nous as rendu notre famille. » Elles s'endormirent ainsi, enlacées, tandis que Paris veillait sur elles. Le jour du mariage se leva dans une explosion de lumière dorée. Un de ces matins de juin parfaits, où le ciel est d'un bleu immaculé et où l'air sent la promesse et la joie. Élise se réveilla entourée de femmes affairées. Marguerite avait engagé une maquilleuse et une coiffeuse professionnelles. « Rien d'excessif », avait insisté Élise. « Je veux rester moi-même. » Le résultat fut parfait. Un maquillage naturel qui soulignait ses grands yeux noisettes. Une coiffure simple, ses cheveux châtains relevés en un chignon lâche avec quelques mèches encadrant son visage, orné de petites fleurs blanches. Quand elle enfila sa robe, le silence s'abattit dans la pièce. « Mon bébé » murmura Françoise, les larmes coulant librement. « Tu es si belle. » « Raphaël va s'évanouir » plaisanta Camille, essuyant discrètement ses propres larmes. La cérémonie avait lieu à 15 heures
dans la petite chapelle Saint-Paul-Saint-Louis dans le Marais, une église du XVIIe siècle à l'architecture baroque délicate. Une cinquantaine d'invités seulement, famille proche et quelques amis chers. Quand Michel accompagna sa fille dans l'allée centrale, au son d'un quatuor à cordes jouant du Pachelbel, Élise ne vit que Raphaël. Il se tenait devant l'autel, magnifique dans son costume gris anthracite sur mesure, une rose blanche à la boutonnière. Quand leurs regards se croisèrent, elle vit ses yeux se remplir de larmes. Olivier, son témoin, dut lui tendre un mouchoir. La cérémonie fut intime et émouvante. Le prêtre parla d'amour, de rédemption, de seconde chance. Quand vint le moment des vœux, Raphaël prit les mains d'Élise, sa voix tremblante d'émotion. « Élise, il y a 7 mois, tu es entrée dans ma vie comme un rayon de soleil perçant l'obscurité. J'étais un homme brisé, perdu dans son chagrin, incapable de vivre vraiment. Tu m'as montré que la vie continue, que le bonheur est possible, même après la tragédie. Tu as redonné la vie à ma fille. Tu m'as redonné la vie. Je promets de t'aimer, de te chérir, de te soutenir dans tous tes rêves. Je promets d'être l'homme que tu mérites, chaque jour pour le reste de ma vie. Je t'aime, Élise Moreau. » Élise pleurait maintenant ouvertement. D'une voix tremblante, elle prononça ses propres vœux. « Raphaël, tu m'as appris ce qu'était le véritable amour. Pas celui des contes de fées, mais le vrai, celui qui demande du courage, de la patience, de la force. Tu m'as donné une famille, tu m'as donné un foyer, tu m'as donné un but. Je promets de t'aimer dans les bons moments comme dans les moments difficiles. Je promets d'être une mère pour Chloé, de prendre soin d'elle comme si elle était la mienne. Je promets de construire avec toi une vie remplie d'amour, de rire et de souvenirs. Je t'aime, Raphaël Beaumont, pour toujours. » Quand le prêtre les déclara mari et femme, leur baiser fut tendre et chargé de promesses. Les applaudissements éclatèrent et Chloé cria « Hourra !» faisant rire toute l'assemblée. La réception dans le jardin de l'hôtel particulier fut magique. Des lanternes vénitiennes suspendues aux arbres, des tables dressées avec des nappes blanches et des bouquets de pivoines roses et blanches, un buffet somptueux préparé par Madame Leblanc avec l'aide de Françoise. Les discours furent touchants. Camille parla de la transformation de son frère, de comment Élise lui avait rendu son sourire. Michel, avec sa simplicité de fermier, dit simplement « Monsieur Beaumont, vous avez ma fille. Prenez-en soin ou vous aurez affaire à moi. » Tout le monde rit, mais Raphaël hocha solennellement la tête. « Je vous le promets. » Le moment le plus émouvant fut quand Chloé, debout sur une chaise pour être à la hauteur du microphone, déclara « Merci Élise d'avoir rendu mon papa heureux à nouveau. Merci de m'aimer comme si j'étais ta vraie fille. Je t'aime, maman. » Il n'y eut pas un œil sec dans l'assemblée. La danse d'ouverture se fit sur La vie en rose d'Édith Piaf. Raphaël tenait Élise dans ses bras, la faisant tourner doucement sur la piste de danse improvisée, tandis que le soleil couchant teintait le ciel de rose et d'or. « Madame Beaumont, » murmura-t-il à son oreille, « j'aime le son de ça. »« Moi aussi, » sourit Élise, « même si je garde aussi Moreau. Élise Moreau-Beaumont, le meilleur des 2 mondes. Parfait, comme toi. » La fête se prolongea tard dans la nuit. Les lumières de Paris scintillaient au-delà des murs du jardin. La musique emplissait l'air tiède de juin et le rire résonnait sous les étoiles. Vers minuit, Raphaël et Élise s'éclipsèrent discrètement, montant dans leur suite. Demain, ils partiraient pour leur lune de miel, 2 semaines en Toscane, dans une villa que Raphaël avait louée. Mais ce soir, dans cette chambre baignée de lumière lunaire, ils ne pensaient qu'au moment présent, à eux, à ce nouveau chapitre qui commençait. « Prête pour l'aventure, Madame Beaumont ?» demanda Raphaël en détachant délicatement les épingles de ses cheveux. « Avec toi, toujours. » 6 mois plus tard, décembre. La neige tombait doucement sur Paris, transformant la ville en carte de Noël. Dans l'hôtel particulier du 7e arrondissement, l'excitation était palpable. Chloé, maintenant 9 ans, courait partout en pyjama de Noël, supervisant la décoration du sapin avec l'autorité d'une chef de projet. « Non, papa, la boule rouge va là. Et Élise, la guirlande est de travers. » Élise, assise sur le canapé avec une tasse de chocolat chaud, riait en regardant Raphaël obéir docilement aux ordres de sa fille. 6 mois de mariage, et elle ne s'était jamais sentie aussi heureuse, aussi complète. Les mois depuis le mariage avaient été une période d'ajustement et de découverte. Élise avait terminé son semestre universitaire avec d'excellentes notes. Elle envisageait maintenant de faire un master en littérature française. Raphaël l'encourageait sans réserve, ayant même aménagé un bureau pour elle dans la bibliothèque. L'entreprise de Raphaël prospérait.
Avec les parts rachetées par son père et une nouvelle vision, il avait lancé une division dédiée aux technologies éducatives pour les enfants défavorisés, une initiative inspirée par Élise et son travail caritatif. Les relations avec la famille s'étaient considérablement améliorées. Pierre et Marguerite étaient maintenant des visiteurs réguliers, gâtant Chloé et traitant Élise comme leur propre fille. Camille était devenue une véritable amie, une confidente. « Tu as l'air radieuse ce soir », remarqua Camille, arrivée pour le dîner annuel de Noël avec son mari Thomas. « Il y a quelque chose de différent. Tu rayonnes. » Élise échangea un regard avec Raphaël de l'autre côté de la pièce. Il haussa un sourcil interrogateur et elle hocha imperceptiblement la tête. C'était le moment. « En fait, » dit Élise en posant sa tasse, « Raphaël et moi avons une annonce à faire. » La pièce se figea. Chloé arrêta net de disposer les boules. Camille écarquilla les yeux. Marguerite porta une main à sa bouche. Raphaël s'approcha et prit la main d'Élise. « Nous allons avoir un bébé. » Le silence dura une fraction de seconde, puis Chloé poussa un cri perçant. « Un bébé ? Je vais avoir un petit frère ou une petite sœur ?» Elle se jeta sur Élise, l'étreignant avec tant d'enthousiasme qu'elle faillit renverser le chocolat chaud. Marguerite pleurait ouvertement. Pierre serrait fièrement la main de Raphaël. Camille riait et pleurait en même temps. « Depuis quand tu le sais ?» demanda Raphaël à Élise, une fois le tumulte initial calmé. « 3 jours. Je voulais te le dire en privé d'abord, mais... » Elle sourit. Le moment semblait parfait. Il l'embrassa tendrement, ses mains se posant instinctivement sur son ventre encore plat. « Tu m'as rendu l'homme le plus heureux du monde. Encore une fois. » Le dîner de Noël fut une célébration dans la célébration. Madame Leblanc s'était surpassée et Françoise était venue spécialement de Normandie pour aider. Michel et Pierre, devenus amis malgré leurs différences, discutaient vignes et agriculture biologique. Après le dîner, alors que les adultes digéraient dans le salon et que Chloé jouait avec ses nouveaux cadeaux, Élise se retrouva seule un moment sur le balcon de sa chambre, contemplant Paris enneigé. Elle pensa au chemin parcouru. Il y avait 1 an à peine, elle arrivait dans cette ville terrifiée et incertaine avec une valise élimée et des rêves vagues. Elle pensait trouver un travail, peut-être une indépendance. Elle n'aurait jamais imaginé trouver une famille, un amour, une vie entière. Tu vas attraper froid. Raphaël apparut derrière elle, drapant un châle en cachemire sur ses épaules. Il l'enlaça par derrière, posant son menton sur son épaule. « Je réfléchissais, » dit-elle doucement. « À quoi ? À tout. À comment ma vie a changé. À comment un simple emploi de gouvernante s'est transformé en ça. » Elle désigna vaguement l'intérieur de la maison, d'où provenaient des rires. Une famille, un foyer, l'amour. Tu ne regrettes rien ? Pas une seconde. Elle se retourna dans ses bras pour lui faire face. Et toi ? Tu plaisantes ? Il caressa sa joue. Tu m'as tout donné, Élise. La joie, l'espoir, un futur, et maintenant, un enfant. Ses yeux brillaient d'émotion. Je n'aurais jamais cru pouvoir être à nouveau si heureux. Isabelle serait contente. Oui, il sourit tristement. Elle voulait que je sois heureux, que je vive pleinement. Grâce à toi, je le fais. Ils restèrent là, enlacés, regardant les flocons tomber doucement. Au loin, les cloches d'une église sonnaient minuit. Noël était officiellement là. « Tu sais ce que j'aime le plus dans notre histoire ?» demanda Élise. « Quoi donc ? Qu'elle n'est pas parfaite. Nous avons dû nous battre, affronter le jugement, les obstacles, les doutes, mais nous l'avons fait ensemble, et ça rend tout plus précieux. Tu as raison. » Il l'embrassa doucement. « Les meilleures histoires ne sont pas celles des contes de fées, ce sont celles où les gens choisissent de s'aimer malgré tout. » 3 ans plus tard, un dimanche de printemps, le jardin de la maison de campagne en Normandie était rempli de rires. Rose, 2 ans et demi, aux boucles dorées et aux yeux bleus de son père, courait après les papillons, poursuivie par Chloé, maintenant adolescente de 12 ans. Léon, 6 mois, gazouillait dans les bras de sa grand-mère Marguerite. Raphaël et Élise, assis sur une couverture sous un pommier en fleurs, regardèrent leur famille avec un contentement profond. Michel montrait à Pierre comment tailler les rosiers. Françoise et Marguerite riaient ensemble, en préparant le déjeuner. Camille et Thomas jouaient au badminton avec leurs propres enfants. « Tu te souviens, » dit Élise en se blottissant contre Raphaël, « quand tu m'as demandé si je voulais des enfants. Sur le Pont-Neuf, il y a 3 ans et demi. Bien sûr que je me souviens. Tu avais dit que Chloé avait déjà choisi les prénoms, Léo et Rose. Et elle avait raison. » Il rit en voyant Rose trébucher et se relever immédiatement avec la résilience des tout-petits. « Notre fille a toujours raison.
Nos filles, au pluriel, nos filles. Il serra Élise plus fort. Et notre fils, et toi, ma femme extraordinaire qui jongle entre un master en littérature, 3 enfants et son travail à la fondation. Élise avait en effet créé une fondation caritative l'année précédente, financée en partie par Raphaël, dédiée à l'éducation des enfants défavorisés. Elle y travaillait 3 jours par semaine, trouvant un équilibre parfait entre sa vie professionnelle et sa vie de famille. « Je n'aurais jamais cru que je pouvais tout avoir, » murmura-t-elle. « Amour, famille, accomplissement personnel. Tu le mérites. Tu l'as toujours mérité. » Chloé s'approcha en courant, Rose dans les bras. « Maman, papa, Rose veut manger. » Et Léon commence à pleurer. Élise se leva pour prendre son fils des bras de Marguerite, tandis que Raphaël attrapait Rose qui se débattait en riant. Ils échangèrent un regard complice par-dessus les têtes de leurs enfants. Aucun mot n'était nécessaire. Leurs yeux disaient tout. Gratitude, amour, complicité. Le voyage qui avait commencé avec une question simple, « Tu n'en as jamais vu un ?» s'était transformé en une vie entière. Ce soir-là, après que les enfants furent couchés, après que les invités furent partis, Raphaël et Élise se promenèrent main dans leur jardin normand. Les étoiles brillaient dans le ciel dégagé, et l'air sentait le pommier et l'herbe fraîchement coupée. « Élise Moreau-Beaumont, » dit Raphaël en s'arrêtant sous le vieux chêne au fond du jardin, « sais-tu à quel point je t'aime? Dis-le-moi quand même. Je t'aime plus que les mots ne peuvent l'exprimer. Tu as transformé ma vie, tu as sauvé ma fille. Tu m'as donné 2 autres enfants magnifiques. Tu as réconcilié ma famille. Tu as fait de notre maison un vrai foyer. Tu es tout. Tu m'as sauvé aussi, tu sais. » Elle prit son visage entre ses mains. « Tu m'as montré que je pouvais être plus que ce que j'imaginais. Tu m'as donné la confiance de poursuivre mes rêves. Tu m'as aimé quand je ne savais même pas qui j'étais vraiment. Alors nous nous sommes sauvés mutuellement. C'est ça le vrai amour, non? 2 personnes qui se rendent notre meilleur. » Il l'embrassa sous les étoiles, dans ce jardin normand qui représentait le pont entre leurs 2 mondes. La simplicité de la campagne d'Élise et le luxe de la vie parisienne de Raphaël. Le meilleur des 2 univers, fusionné en quelque chose de nouveau et de magnifique. Épilogue, 10 ans plus tard. Le portrait de famille ornait maintenant le manteau de la cheminée de l'hôtel particulier. Raphaël, cheveux légèrement grisonnants mais toujours séduisant à 52 ans. Élise, à 38 ans, radieuse et accomplie, ses yeux noisettes pétillants de joie. Chloé, 22 ans, étudiante en architecture comme sa mère biologique, le parfait mélange d'Isabelle et d'Élise. Rose, 12 ans, passionnée de littérature comme sa mère. Léon, 10 ans, déjà intéressé par la technologie comme son père. Et la petite dernière, Camille, nommée d'après sa tante, 6 ans, le rayon de soleil de la famille. Sur le bureau de Raphaël trônait le livre qu'Élise venait de publier, « Des racines et des ailes, comment l'amour nous transforme ». Un mélange de mémoires et de réflexions sur l'amour, la famille, les secondes chances. Le premier exemplaire était dédicacé à Raphaël, qui m'a donné des racines en me faisant sentir chez moi et des ailes en me poussant à voler. Je t'aime pour toujours. Élise. Dans la préface, elle avait écrit « On me demande souvent si je crois aux contes de fées. Je réponds « Non, je crois à quelque chose de mieux. Je crois aux histoires réelles, imparfaites, compliquées. Je crois à l'amour qui se construit jour après jour, qui survit aux tempêtes, qui grandit avec le temps. Je crois aux secondes chances, à la rédemption, au courage de choisir le bonheur malgré les obstacles. Il y a 10 ans, j'étais une jeune fille de la campagne, qui arrivait à Paris avec un cœur plein d'espoir et de peur. Aujourd'hui, je suis une femme accomplie, mère de 4 enfants magnifiques, épouse d'un homme que j'aime plus chaque jour. Le chemin n'a pas été facile. Nous avons affronté le jugement, les doutes, les crises, mais nous avons choisi de nous battre, ensemble. Et c'est ça, la vraie magie. Pas un prince charmant qui sauve une princesse, mais 2 personnes imparfaites qui choisissent de construire quelque chose de beau ensemble. C'est notre histoire. Et elle continue, chaque jour, dans chaque sourire, chaque défi surmonté, chaque moment partagé, parce que l'amour véritable n'est pas une destination, c'est un voyage. Et quel voyage magnifique nous avons eu!